Quel est notre rapport au monde du travail ? À cette question, il y a probablement une réponse différente par individu. Dans cette émission, je donne la parole à un ou une invitée pour discuter du sien. En se basant sur son expérience personnelle, on réfléchit ensemble sur ce qu'implique le travail dans notre société, ce sur quoi il se base, les abus qui existent et on imagine des façons de s'en émanciper. Dans ce 3e numéro, je reçois Romain Filstroff, plus connu sous le pseudonyme Monté, qui a créé le blog Linguisticae, devenu en 2015 une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation linguistique. D'ailleurs, sur sa chaîne Twitch, il avait évoqué il y a quelques semaines ses mésaventures pendant ses premiers petits boulots étant plus jeune. On va y revenir avec lui. Bienvenue dans C'est sa bosse. Bonsoir Monté, ravi de te recevoir dans cette émission ce soir. Eh bien écoute, ravi d'être reçu dans cette émission ce soir, finalement. Finalement, un plaisir partagé, c'est ça qui fait plaisir. Monté, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices ? Alors, je suis auteur de la chaîne Linguisticae sur YouTube. Je fais de la vulgarisation qui parle de linguistique et de sciences du langage. Et je crois qu'en vrai, j'ai pas trop grand-chose d'autre à dire. D'accord, mais c'est pas grave. Non, c'est bien résumé. Je pense que c'est vraiment le plus succinct possible. C'est ce qu'il faut retenir. C'est très sommaire. On invite les gens à te suivre sur ta chaîne Linguisticae, sur ta chaîne Twitch, Oui, Montée de Linguisticae, c'est ça ? Montée de Linguisticae, tout à fait, où pour le coup c'est plus du format RP sur des jeux qui sont pas très jolis à voir. Et de la cartographie. Des cartes et des anecdotes, notamment sur le monde du travail dont on risque de reparler, j'imagine. Et on va en reparler. C'est tout à fait le principe de cette émission. On va en reparler. Eh ben écoute, on va commencer tout de suite le fil des questions un peu pour découvrir ton rapport au monde du travail. En te posant la question, qu'est-ce que tu voulais faire comme travail quand tu étais enfant ? Eh bien, alors il y a eu une phase où j'étais vraiment très jeune, où ma famille pensait que... où j'étais pas en âge de réfléchir, ma famille pensait que je voulais être électricien ou bosser à EDF parce que je ne dessinais que des fils électriques. Mes parents se sont beaucoup inquiétés. Parce que ça ressemble essentiellement à des traits, en fait, sur des feuilles. D'accord. Et donc, mais c'est parce qu'en fait, le côté gestion de réseau, et tu vois, m'intéressait déjà à l'époque. Et après, du coup, comme mon père était cheminot et que j'aimais bien les trains, je voulais être cheminot comme mon père. Vraiment, mon père, ça lui plaisait plutôt pas mal. Ça a été compliqué ensuite de lui faire comprendre que c'était plus le plan. Ça a été un peu compliqué, ça n'a pas été simple. Et donc, ouais, cheminot. Mais j'ai travaillé à la SNCF, on y reviendra aussi, j'imagine. On y reviendra, tout C'était une très bonne ça. expérience. On reviendra aussi d'ailleurs sur le travail de tes parents, etc. Mais Ouais. du coup, quand tu étais jeune, toi-même, tu y pensais à ça, électricien, ou c'est vraiment une déduction qu'ont fait tes parents simplement sur la base d'un truc qui t'intéressait vaguement En fait, il se trouve que moi, j'aime vraiment tout ce qui est gestion de réseau, j'aime beaucoup, tu vois. Par exemple, j'aime beaucoup le jeu City Skyline, tu vois. Tu dois faire tes lignes de train, tes lignes de bus, moi, c'est ce que je préfère faire. Tu vois, ou la gestion des lignes, des voies, la gestion de réseau. Ouais, ça m'a toujours plu. Et donc, en vrai, je pense que ça m'aurait pas déplu comme boulot. Ça m'aurait probablement pas déplu du tout. Et en plus, j'aime bien le travail manuel et j'aime bien ce genre de choses. Donc, je pense que mes parents se sont un peu trop inquiétés mais ils étaient contents quelque part parce que DF c'était le public à l'époque et mes parents ils étaient contents que je veuille bosser dans le public, mais j'avais que 6 ans, donc en fait je ne me vocalisais pas de la sorte. D'accord. Et c'était pas tout à fait un objectif de vie pour moi à l'époque. Mon objectif de vie c'était de dessiner des fils. Voilà, comme j'avais 6 ans et que bon, j'étais limité. Donc ça, c'est à 6 ans. À partir de 6 ans, tu dessinais des fils parce que tu les voyais chez toi ou Ouais, je sais pas trop pourquoi. Je disais, je vais relier tel fil avec tel fil, et puis là, tel fil avec tel fil, et j'avais une fascination pour les poteaux électriques. Voilà. D'accord. Ça va pas chercher bien loin. Ma région est probablement vraiment, il doit sûrement avoir beaucoup de poteaux électriques. Je crois qu'il y a beaucoup de poteaux électriques, et notamment la centrale électrique de Chanois, évidemment, bien sûr, entre Chaumont et Langres, évidemment, qui m'a toujours un peu fasciné. Mais non, en vrai, c'est juste.
J'ai probablement déduction de mes parents en réalité, hein. D'accord. Ok. Et donc, tu t'as pas eu finalement enfant vraiment d'idées concrètes ou de déclamations de dire ah bah moi plus tard je vais faire ça. Non, Non, pas non, vraiment. non. Après, j'ai eu une phase quand j'avais 4, quand j'étais en quatrième ou troisième où je disais à tout le monde que je voulais être président. Tu sais, tes profs, ils commencent à te poser des questions par rapport à où est-ce qu'ils Ah vont oui. t'envoyer dans ton orientation. Je disais: «Ah, je vais être président de la République» et tout le monde se foutait de ma gueule. Je fais: «Bah, pourquoi vous foutez de ma gueule?» Bah, parce que pour eux, c'était évident que j'avais pas les capacités ni pour faire les grandes écoles et donc il fallait faire les grandes écoles pour être président Et c'était et sincère comme pensée ou? bah, en fait, c'était pour troller aussi les profs ou Ouais, il y il y en avait de avait ça. enfin, ils étaient vraiment juges de, beaucoup des profs étaient juges, des potentielles carrières qu'on pouvait choisir et il y ait heu, certaines attentes ou certaines capacités scolaires à, notre potentielle place sur l'échiquier social, à venir et donc évidemment, quelqu'un qui était un élève moyen et qui disait vouloir, être président, bah, ça les désespérait et j'avoue que j'aimais bien les désespérer parce que je trouvais ça injuste, en fait, aussi, qu'ils s'extasient que machin veuille faire bibliothécaire ou veuille faire prof et qu'en fait, en fait, par contre, il y avait un peu de condescendance envers ceux qui voulaient juste, bah, ou celles qui voulaient juste être, bosser, en coiffure ou enfin, devenir esthéticienne. Il y en a beaucoup dans ma région Ouais, je vois ce que tu veux dire. ou Ouais. juste devenir couvreur-zingueur, tu vois? Ouais. Un enfant qui disait moi je veux être garagiste, on lui disait mais c'est super ça, c'est très très bien et même Bah, à ceux sans qui aller étaient jusque. mauvais, on leur disait ça. Mais ceux qui étaient bons, on Oui. leur disait: «Franchement, tu peux mieux, hein. Tu Ah vois?» ouais, d'accord, ouais, c'est ça en fait. C'était à la tête du client quoi. Bah, ouais, bah, après, encore une fois, c'était pas tous les profs et c'était même pas forcément malveillant dans leur tête, c'était: «On va vous rendre service», en fait. Alors qu'en fait, il y a des biais qui sont terribles là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui sont mauvais à l'école, mais qui pourraient être très bons dans tout un tas de trucs et dans tout un tas de domaines et qu'en fait, le fait, d'être bon en quatrième ou en troisième dans telle ou telle matière, ça dit pas grand-chose de ta capacité à réaliser tel ou tel métier en réalité. Et Ouais. notamment, celle de faire de la politique éventuellement d'ailleurs, Ouais, donc ouais. après c'est la politique m'intéressait par contre déjà, hein, évidemment. Mais on avait parlé avec Angle Droit dans l'épisode précédent de des, des des conseils d'orientation ou des choses comme ça qu'on avait à l'école, au lycée, au collège, centre d'orientation, conseillère d'orientation, Mmh. etc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un côté il y a un côté d'adaptation du discours à ce qu'on imagine être tes capacités, qui sont parfois uniquement basées sur les résultats scolaires, qui ne veulent pas dire grand-chose finalement. Oui et puis De... je veux pas être méchant pour les conseillers d'orientation, mais il y a beaucoup de conseillers d'orientation qui voulaient pas être conseillers d'orientation, donc c'est pas forcément des gens en qui tu as confiance aussi, tout C'est des gens simplement quoi. qui n'ont pas vu de conseiller d'orientation Ouais, et ouais. qui se sont retrouvés conseillers d'orientation. C'est ça. Euh, on va parler du métier de tes parents, du coup, tu l'as un peu abordé juste avant. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier Alors mon père était cheminot et d'ailleurs il est à la retraite désormais. Mon père a fait plusieurs, la SNCF, il y a beaucoup de corps de métier dans la SNCF. Il est rentré à la SNCF quand il avait 14 ans, donc assez jeune. Il est parti en pension, enfin chez une logeuse, dans le sud du département, donc dans le sud de la Haute-Marne. Moi là, j'ai grandi parce qu'il venait de Chaumont à la base, donc il venait du centre du département et il est parti, là-bas en apprentissage et puis il était, tout d'abord à l'atelier, donc là où on fait l'entretien, des engins notamment, des engins moteurs, enfin du matériel roulant quoi. Puis ensuite, il est parti à l'armée. Quand il est revenu, il a été réaffecté, à l'équipement. Donc, l'équipement, c'est la voie, quoi. C'est travailler sur la voie. Puis ensuite, il a passé le concours de con il a fait l'école de conduite. Il est devenu, conducteur. Il est même devenu, formateur, donc, formateur d'autres conducteurs. Et là, maintenant, il est à la retraite. Donc lui, il a toujours voulu être cheminot. Il a toujours été passionné de train. Il a réussi et il était très, très engagé, dans la défense de son métier. Notamment, il était aussi, pas syndicaliste évidemment, il était délégué CHSCT, donc aussi sur tout ce qui était la gestion, des accidents de personnes, des morts au travail, c'est-à-dire sur site parce que, ben, il y en a à la CHSCT, SNCF, c'est c'est Commission Hygiène et Sécurité du Travail, c'est ça. Il manque peut-être un ouais, mot, je sais plus. il manque une lettre, Oui. heu et Bon, ouais, enfin, du coup, il était vraiment très investi, quoi, très, très investi, quoi. Très, 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 très passionné, quoi. d'accord.
Et donc ça a eu une influence sur toi jeune, donc comme tu l'as Ah déjà un bah, peu dit. complètement, moi je prenais mon père, il m'emmenait partout en train, j'ai fait mon stage de collège à la SNCF, j'ai travaillé là-bas ensuite moi et d'ailleurs même encore aujourd'hui, hein, j'aime beaucoup, beaucoup les trains, il y a pas de problème là-dessus, j'ai fait beaucoup de modélisme ferroviaire, j'en ai fait pendant plusieurs années, j'ai fait ça et j'en fais toujours, bah, j'en fais plus là parce que j'ai pas la place, mais c'est quelque chose, c'est une passion que je compte reprendre si un jour j'ai plus de place chez moi quoi et si j'ai les moyens. Donc c'est vraiment moi, c'est les trains, c'est une passion aussi chez moi quoi depuis longtemps. Pour autant, hem, mon père me poussait aussi beaucoup pour que je suive cette voie-là parce qu'en fait ça le rassurait. Il se disait autour de lui que, c'était de plus en plus dur pour les jeunes d'avoir accès au monde du travail, que la SNCF ça se cassait complètement la gueule. Il y a aussi cette idée que c'est extrêmement dur de rentrer à la SNCF, si jamais tu es trop qualifié, donc si jamais c'est une société où en gros, soit il faut vraiment être très qualifié, tu rentres directement comme cadre et tu fais carrière comme tu fais carrière quand tu es chef d'entreprise et que dans le milieu public et que tu sautes de centre en centre ou ce genre de choses. Ou alors tu rentres, vraiment au bas de l'échelle et tu te formes dans l'établissement. Parce qu'en fait sinon, bah, il y a des questions de grille salariale, de poste et cetera et moi, par exemple, j'ai connu quelqu'un qui est rentré, il avait un BTS, il a menti, il a dit qu'il l'avait pas. Il a fini par rentrer, il s'est rendu compte qu'il avait un, il a été, directement mis, bah, chef d'équipe et il ne voulait absolument pas être chef, par exemple. Et D'accord. ça parce qu'en fait, ben, à tel diplôme, on considère que tu as forcément tel poste minimum, visiblement et donc c'était quelque chose qui était compliqué, donc du coup, lui, il voulait vraiment m'aiguiller pour: «Vas-y, il faut que tu rentres et si tu rentres, tu comme ça, une fois que tu es dedans, c'est bon, en fait». Voilà et puis surtout pour avoir le statut, il faut rentrer avant un certain âge à la SNCF. Sinon tu as pas le statut, tu pas le même statut que les autres, tu pas le droit à la même retraite, enfin tu pars pas à la même âge à la retraite et cetera. Je sais plus comment c'est aujourd'hui, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque en tout cas. Surtout que en ce moment, c'est un peu en l'avenir de tout ça est un peu en suspens hein, avec la réforme des retraites Ouais complètement et et puis ma mère, juste pour, peut-être, ah oui je sais oui pas si tu vas-y voulais que vas-y vas-y. juste, bah, beaucoup femme au foyer et quelques boulots par-ci par-là, donc rien de très, c'était surtout de l'adaptation quoi. D'accord. Voilà. Ok. Non, je voulais dire par rapport par rapport à la réforme des retraites, dont on a parlé l'an dernier, mais aussi il y a eu une réforme qui a abouti, je crois, enfin sur des changements de statut par rapport à la SNCF. C'était un an auparavant. J'avoue que c'est un peu flou parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je me souviens plus exactement, mais c'était les grosses grèves qu'il y avait eu pendant un printemps. Je sais plus en quelle année c'est. Non Mais plus. oui, oui, là-dessus, de ce que tu dis, c'est vrai que c'était un travail où on avait une sécurité de l'emploi pendant très longtemps qui s'avère être de moins en moins le cas finalement, hein. Bah, oui, complètement et puis, ben, on en reparlera peut-être quand on parlera des expériences professionnelles directement, mais plus même moi, pour le peu d'expérience que j'ai eu dans la SNCF, ça je l'ai vu directement, quoi. Vraiment, C'était en c'est avril-mai 2018, la grève et la réforme SNCF dont je parlais. En tout tout cas, recruter de droit privé, ouais, voilà. j'apprécie comment dire, ton champ lexical quand tu parles un peu de tout ça, où tu as dit que ton père t'aiguillait, que tu devais trouver ta voix. C'est parfait. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, oui. C'est parfait là-dessus. Donc alors ça t'a influencé pour la passion du train, ça c'est sûr. Mais à quel point est-ce que tu t'es imaginé vraiment emprunter cette voie euh, de devenir cheminot ou en tout cas travailler là-dedans dans les trains dans la SNCF d'une manière ou d'une autre. Est-ce que Ben, t'as commencé, t'as parlé d'un stage de troisième, est-ce qu'il y a eu ouais, d'autres c'était même démarches? quatrième à l'époque, c'était en stage en quatrième à l'époque, même je me souviens. Maintenant c'est troisième je crois les stages. Heu, bah, oui et non, après mon père m'emmenait des fois quand il allait bosser, il m'emmenait. Donc ça j'ai confronté plusieurs fois, j'ai vu plusieurs fois à quoi ressemblait son travail tout simplement. C'est un travail qui était vraiment dur et c'était seul quoi beaucoup et puis c'était beaucoup de responsabilités parce que si jamais il y a une galère qui t'arrive et que tu es tout seul à 4 heures du matin et que en fait à l'époque aujourd'hui, si je dis pas de conneries, maintenant c'est partitionné, tu sais la SNCF, il y a plusieurs secteurs dedans. Genre tu as le fret, c'est le fret, c'est les transports de marchandises. Ça par exemple, c'est déjà ouvert à la concurrence.
Il y a tout ce qui est grandes lignes, il y a tout ce qui est TER qui dépend des régions, et cetera. Mais à l'époque, c'était pas sectorisé et donc mon père, il faisait tout, en fait. Il faisait complètement de tout et donc il pouvait aussi bien faire du train de marchandises de nuit que, le lendemain faire un Cumont-Charendré Paris, voyageur, quoi. Enfin, donc D'accord, ouais. il y avait vraiment de tout, il y avait de tout et après ensuite, bon, ça a été sectorisé donc du coup, il s'est retrouvé à plus faire que du voyageur donc du coup, il faisait plus du tout de nuit parce que le train de nuit n'existait plus dans l'est et j'ai même enfin, il m'a déjà emmené sur de la marchandise, sur des convois de marchandises, ce qui normalement, je crois, n'a pas trop il a pas le droit de le faire. Heu, mais mon père s'est déjà fait livrer des huîtres en train de toute façon ou échange de D'accord. vélos, je veux dire, c'était vraiment le tri postal, ça c'était vraiment le tri postal express, tu avais un collègue qui passait à tel endroit et qui s'arrêtait à tel endroit, tu lui disais: «Bah, récupère machin, un truc à la gare» et puis 2 heures plus tard, tu l'as. Vraiment la poste plus plus, quoi. Oui, c'est pratique. Ah ouais. Ah, c'est très très pratique ça. Mais après, moi déjà en troisième, je savais que je ne voulais plus être cheminot, en fait. Je le savais très bien, D'accord. Ça et m'intéresse. en fait, si tu veux, c'est un milieu qui m'intéressait énormément, mais où je me sentais pas tout à fait à l'aise. Je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie, hein, donc juste avoir autant de responsabilités, c'est non, hein. J'ai déjà moi à gérer dans la vie, et déjà mon quotidien. Si en plus je dois gérer, la vie de voyageur, c'est pas possible. Donc c'est quelque chose qui ouais, c'était compliqué, mais je le disais pas comme ça à mon père, mais par contre, j'ai négocié le fait que, ben, en gros, je voulais pas faire de BEP, donc maintenant c'est des bacs pro, je crois. Mais enfin, c'est l'équivalent maintenant, c'est bac pro, mais je voulais pas partir en formation professionnelle, au collège, enfin, l'établissement professionnel donc à Chaumont, qui était dans le centre du département, parce qu'il n'y en avait pas, dans le sud du département où moi j'habitais, donc en Haute-Marne. Par contre, du coup, j'ai, en gros, négocié ben, non, j'aimerais bien partir au lycée général, faire 1 an avec une spé, techno et ensuite faire un bac technologique, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ça, c'est une négociation que j'ai eue avec mes parents, mais c'est aussi comme ça que ça m'a permis d'aller au lycée général, qui était le seul lycée général du sud du département, du coup, qui était à Langres, parce que, l'équipe pédagogique ne voulait pas m'envoyer, vers une filière générale. Les profs ne voulaient pas. Ils Hmm. considéraient que j'étais voué à l'échec là-bas, qu'il fallait à tout prix que je parte vers le professionnel et donc le fait de dire: «Oui, non, mais après c'est pour faire, bac STI, blablabla, du technologique», ils ont dit: «Bon d'accord, bon d'accord». Ils ont accepté comme ça. D'ailleurs, ça a été une galère, hein, niveau orientation à ce moment-là, mais c'est juste parce que sinon je voulais pas que ça me ferme des portes, hein, tout simplement et heu et ça a été une galère à ce moment-là parce que moi j'ai des gens qui étaient à peu près dans la même situation que moi, mais qui, eux, n'ont pas du tout négocié ni avec leurs parents, ni avec l'équipe pédagogique et du coup, ils ont complètement été envoyés en BEP, des endroits où juste ils se sont ennuyés comme la mort parce que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Ça correspondait absolument pas à ce qu'ils voulaient faire, mais encore une fois, les professeurs pensaient leur rendre service en les envoyant là-bas, alors qu'ils avaient tout à fait leur place en lycée général et ça correspondait vachement plus à ce qu'ils auraient voulu faire ensuite et hem et surtout, ouais, non, ça a été, bah, moi, j'ai vu des gens qui étaient avec moi, qui avaient les mêmes notes, en fait, à l'école, mais dont les parents avaient des métiers plus prestigieux, notamment médecin, par Ouais. exemple, pour un ami à moi et eux n'ont absolument eu aucun obstacle durant l'orientation, à niveau scolaire égal, quoi. Ah oui, Donc d'accord. moi, du coup, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, bah, j'ai aussi envie un peu de faire chier et d'y aller et de pas me laisser faire, quoi, voilà, donc il y avait toujours un peu Ah oui, il y a ce côté comme vraiment ça un et je pense biais. que j'ai eu raison, quoi. Il y a vraiment un biais classiste quasiment dans la façon dont on orientait. Mais j'en ai parlé il y a pas très longtemps à Noël avec mon cousin qui est professeur encore il est professeur à Troyes et dans une zone où il y a beaucoup de gens qui sont issus des quartiers populaires et il dit qu'il y a beaucoup de profs en fait qui encore raisonnent comme ça. C'est on va leur rendre service si on les envoie, vers le pro Ouais. parce que, leurs parents ne pourront pas les aider s'ils partent plus loin, et donc en fait ça génère la reproduction de classe quoi, vraiment Ouais, ouais. la sen c'est pas possible quoi. En plus surtout que les profs sont souvent des anciens bons élèves donc ils ne comprennent même pas Ouais, ouais, non, mais ce qui ça, pousse, c'est ce que je vraiment comprends. enfin C'est même pas, ouais. c'est même pas malescient en fait. C'est simplement un biais qui est tellement intégré que pour ces personnes-là, c'est, ouais, comme tu disais, c'est rendre service en fait. Ne Ouais, pas complètement. donner de faux espoirs avec l'idée que ce serait peine perdue, que la personne va louper des années, tout ça quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, complètement. ouais, c'est très intéressant de voir. Mais on avait déjà parlé dans l'épisode précédent de ça, de l'orientation voilà, entre le scolaire et le professionnel. Et c'est vrai que
c'est vrai que il y a vraiment des façons de fonctionner qui sont tellement innées et qui amènent la reproduction sociale, comme tu dis. Mais après, tu vois, dans ma classe de troisième, on est que deux à être partis au lycée général, du coup. Tous les autres sont été envoyés vers du technologique, quoi. Ou D'accord. du professionnel. Parce que bah, je viens d'une région populaire, enfin d'une région où les gens sont plutôt agriculteurs ou fils de cheminots, enfin fils de cheminots, ouais, fils d'artisans, et donc c'est la base, quoi. Enfin, et du coup, en fait, tu te rends compte que sur une classe de, enfin, sur je sais pas combien on devait être une cinquantaine de personnes dans mon collège à être, de passer de troisième à la seconde, enfin de passer, de quitter la troisième, et sur toutes ces personnes, on a dû être 6 ou 7 à partir vers le lycée général. Tous les autres ont été envoyés vers le professionnel. Oui, pas forcément vers des filières qu'ils choisissent, hein, évidemment, hein. Ouais. Parce que toi, du coup, t'es parti sur une filière technologique et la filière technologique, elle est a priori intégrée au lycée généraux en fait. Moi, je me souviens, Alors, du coup, c'est le à lycée dans lequel j'étais, c'était le lycée général et technologique. C'est ouais. vrai que et technologique, c'est un peu un entre-deux entre ce que serait une filière générale et une filière pro qui, pour le coup, se passerait dans un établissement différent. Et surtout, tu passes via la case qui est la seconde générale. Enfin, moi, je sais que je crois que ça a changé maintenant, mais tu avais la seconde générale où tu sais, tu as juste une ou deux options. Et moi, du coup, j'avais pris option Easy, donc c'était initiation aux sciences de l'ingénieur, je crois. Et LV2 allemand, évidemment, j'avais conservé. Et j'avais voulu d'ailleurs prendre LV3, mais c'était pas possible. Il y avait des options qui n'étaient pas compatibles, hein. Si tu prenais, en gros, LV3, ça voulait dire qu'ensuite tu allais faire L, et que du coup, moi, c'était pas le plan, donc c'était compliqué. C'était pas compatible Hmm. avec la technologie, visiblement, c'est pour l'histoire de calendrier. Et donc, après, théoriquement, une fois que tu es au lycée, tu peux. C'est une nouvelle équipe pédagogique, et tu peux gruger pour aller vers la filière que tu veux. Mais en fait, il s'est repassé exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'à niveau égal, bah, on m'a fait chier. Euh, mais quand j'ai dit que justement je partais en STI, donc à la fin de la seconde, pour aller partir de la seconde pour aller vers la STI, donc qui était une STI, c'était génie mécanique, sous option productique, donc c'était vraiment en gros comment tu usines des pièces, comment tu les conceptionnes et ce genre de trucs. Donc vraiment D'accord. de l'industrie pure, de Ouais. production, production de pièces à la chaîne. Bah là, les profs ont dit d'accord, d'accord, c'est ok. De toute façon, elles sont horaires refusées, évidemment, parce que t'as pas le niveau selon nous. Et du coup, je suis parti là-bas. Et en fait, moi, je regrette absolument pas, hein. Je pense que c'est le moment que j'ai préféré de ma scolarité du secondaire, de toute façon. Et donc, effectivement, c'était la moitié de l'emploi du temps, c'était du général, donc dans l'établissement général. Et l'autre moitié de l'emploi du temps, c'était en atelier, dans un autre établissement, où qui est enfin dans une partie qui est rattachée à l'établissement principal, mais qui se trouve dans l'autre établissement. Et là où c'était vraiment du pratique, quoi. C'était du pratique, c'était fabrication, conception, dessin industriel, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré de toute façon. Et là, pardon. Et là, à ce moment-là, tu sais que tu vas pas t'orienter vers un métier de cheminot. Et ni d'un métier d'industrie en plus. J'adore D'accord. toute cette partie Non du plus. cursus. C'était J'adore ma vraiment mon question. cursus, hein. Ah ouais, non, Ouais. non. J'adore vraiment, je surkiffe, j'ai vraiment appris tout un tas de trucs. Moi, j'adore tout ce qui peut relever du savoir manuel ou technique, j'adore vraiment ça. Je trouve que heu, aujourd'hui, c'est presque un peu sale pour certaines personnes de dire que c'est vraiment ce qu'ils kiffent, parce que c'est un peu considéré comme en dessous de ce qui pourrait être plus théorique. Moi, j'ai jamais autant appris, tout simplement parce qu'on avait des profs qui étaient extrêmement passionnés par leur métier, qui nous défendaient en tant que filière, et qui même des fois nous choisissaient en tant que filière pour nous enseigner à nous, donc des professeurs de physique aussi, des professeurs de technologie, et cetera. Et ils étaient vraiment, il y avait vraiment aussi alors faut savoir, petit détail, hein, il y avait pas une seule meuf, hein. On était 24 mecs, hein. Évidemment, Ouais. dans la filière, il y avait pas une seule meuf. Et du coup, il y avait une espèce on faisait un peu corps, quoi. Il y avait une espèce d'unité, il y avait un côté un peu, ouais, un peu corporation. Et on était relativement solidaires les uns des autres, même si la moitié ne pouvait pas blairer les autres. Face à, ben, tout le monde se foutait de notre gueule et tout le monde nous considérait comme qu'on était inférieurs, en fait, tout simplement. Dans le Et lycée, tu veux et dire en Ouais, dans l'enceinte du lycée avec les filières générales, donc les personnes qui étaient en S, complètement, L, ES, d'accord. Ouais. complètement. Et nous, il y avait juste les STG qui étaient en dessous de nous sur l'échiquier social. Ouais. C'était les gens qui faisaient de la gestion du secrétariat.
Mais par exemple, moi, un truc que j'ai adoré et vraiment où j'ai vraiment beaucoup appris, c'est, les profs nous ont fixé un projet qui est, faut fabriquer un moteur. Voilà, on vous donne 1 an. Dans 1 an, vous fabriquez un moteur, vous vous répartissez les tâches comme vous voulez. Vous faites de la conception des pièces jusqu'au fonctionnement du moteur et vous vous démerdez et franchement, on n'a jamais autant appris que, bah, en devant se gérer nous-mêmes, quoi, en étant confrontés aux problématiques réelles et de la réalité et donc du coup, on s'est répartis en équipe, on s'est réparti le travail. Finalement, on a eu un fonctionnement qui est un fonctionnement vraiment d'entreprise autogérée finalement, tu vois? Dans un Ouais, établissement ouais. scolaire alors qu'on en avait moins de 18 ans et on a fini par faire notre moteur. Notre moteur, il marchait et franchement, on était giga fiers. On s'est dit: «Franchement, on a appris tellement de trucs sur le trajet», et c'était vraiment cool, quoi. J'ai vraiment appris des trucs, pratiques, dont j'avais besoin et où je savais que je n'aurais jamais eu accès à ce genre de savoir pratique, si jamais j'avais suivi la filière traditionnelle. Même si, effectivement, ensuite, je savais que ça m'envoyait vers un endroit où la bifurcation, elle allait devoir être vraiment terrible et radicale et ça allait être vraiment dur à justifier, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. De passer du technologique à ensuite à vouloir aller à la fac, c'était extrêmement compliqué comme cheminement. Parce que tu voulais aller à la fac à ce moment-là. Oui et d'ailleurs, je suis, je crois le seul à y être parti, D'accord. de toute ma classe. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un avant cette décision de t'orienter vers la fac par la suite, où tu t'es dit, bah, j'ai acquis du savoir, je vais aller travailler là-dedans. Bah, je sais pas. Je saurais pas te dire, c'est vrai que j'ai pas trop le recul pour me rendre compte de ce genre de choses. Hem, Ouais. Moi, Tu t'es, l'équipe pédagogique, pour le coup, de STI, par exemple, elle était très réticente, mais ils m'ont absolument pas empêché de le faire, du tout. tu veux Ils dire m'ont juste, de t'orienter vers la fac? ouais, de me réorienter vers Ok. une fac, de sciences humaines, quoi. Vraiment, c'était vraiment, Ouais. pour eux, extrêmement, enfin, Bah, c'est vrai qu'on inenvisageable, s'attend pas à mais en ça. même Bah, temps, c'est surtout inattendu, en ouais. fait, je pense, pour eux. Bah, complètement. Mais par contre, en gros, ce qui les rassurait, c'est que, bah, contrairement au BTS où il y a quelqu'un aussi qui a voulu faire prépa, c'est que, bah, il y a moins de sélection en fait, tu peux globalement t'arriver à t'inscrire si la filière est en demande et moi la filière était en demande donc ça allait. D'accord. Ok. Et sur ce projet de moteur, est-ce qu'à la fin de l'année, ça s'est terminé sur une course de dragster interclasse ou? Et il était petit le moteur, il était pas très gros. D'accord. Ok. Fallait qu'on usine avec la taille de nos fraiseuses et de nos tours donc c'était pas très, très gros. Par contre, j'ai appris et il me semble qu'ensuite le bac que j'ai fait, le bac STI a été réformé. Il y a plus de partie pratique ou il y a plus de partie, en atelier directement et ça, je trouve ça extrêmement dommageable parce que, bah, Ah bah oui, surtout c'est dans cette filière. ah bah, complètement, hein. Ah, c'est spécial. Donc alors, on reprend le fil. À ce moment-là, donc tu décides de t'orienter vers une fac de sciences sociales. Qu'est-ce qui te donne envie de ça? Bah, c'est-à-dire qu'en parallèle, moi, j'avais toujours été passionné de langue et de linguistique, donc c'était quand même malgré tout quelque chose que je voulais approfondir. C'est-à-dire que la curiosité que j'avais pour tout ce qui était le technique ou les trains, j'y avais accès. J'y avais accès parce que de toute façon, tout le monde me poussait dans cette direction. Ce que j'ai fait un peu au lycée et c'est ce que je vivais aussi par procuration via le métier de mon père et via la passion que j'avais, via le fait que j'étais dans une association, comme je disais tout à l'heure, de modélisme où tout le monde était cheminot, la moitié était cheminot, donc j'avais vraiment un bon accès à ce savoir-là. Par contre, tout le savoir auquel je voulais avoir accès, concernant les langues et la linguistique, celui-là, je n'y avais strictement pas accès du tout. C'est-à-dire que Ouais. internet, ça arrivait chez moi. Il y avait pas encore, tout un tas de trucs. J'avais pas forcément les meilleures pratiques, de recherche sur internet et en même temps, moi, j'avais une curiosité, extrêmement développée pour tout ce qui était les langues et le fonctionnement du langage. Ouais, je me souviens que je m'étais acheté, mon premier bouquin que je me suis acheté vraiment avec mon argent, c'est le Dictionnaire des sciences du langage, qui avait été publié chez Larousse quand j'avais 15 ans, je pense. Et vraiment, quand je l'ai lu ce truc, je l'ai lu plein de fois et j'étais en mode: «Mais c'est vraiment ça que je veux étudier, quoi, c'est ça que je veux faire». D'accord. Et ça, c'était extrêmement difficile à à justifier auprès de mes parents et auprès de mes amis aussi. Mes amis, quand ils savaient que je fabriquais des langues, ils se foutaient tous de ma gueule, alors que pour moi, ça avait du sens, alors que pour moi, le fait de faire des concours de Mark Bob, ça avait pas de sens du tout. Mais pour eux tous, ça en avait, quoi. Donc il y avait quand même un petit décalage avec les gens à qui j'étais, quoi. Et Ouais, je voilà, vois. du coup, moi, je savais que je voulais approfondir vraiment ça, quoi. Il y a qu'à la fac, hein, qu'on peut étudier la linguistique, malheureusement, hein.
Donc en fait, à ce moment-là, tu penses pas spécialement à un métier. Ah non, non, non. Tu penses juste à approfondir ce qui te passionne, ce qui te passionne vraiment en termes d'intérêt, quoi. Ouais, complètement, complètement. Ouais. Et tu penses pas à l'après, t'es dans le moment, quoi. Bah, non, non, en fait, et puis je me dis que au pire, j'essaierai de retourner vers l'industrie si j'ai besoin, s'il faut. Voilà, je serais pas perdu, Ouais, je serais peut-être un peu frustré, mais c'est pas un truc que je détesterais non plus, je pense. Et donc, je me dis: «Au pire, c'est OK», et il y a toujours un peu moyen de retourner bosser dans l'industrie, quoi, donc enfin, ouais, je vois, ouais. c'est plus facile de partir de la fac de lettres et retourner bosser dans l'industrie que faire le chemin inverse, quoi. Ouais, ouais, tu savais que tu pourrais rebondir si jamais, dans le Ouais, voilà, je me futur. démerderais, quoi. Je me démerderais, même à la SNCF, si jamais tu as des compétences linguistiques, tu pouvais être embauché en tant que contrôleur. Je me souviens, ils recrutaient sur le Thalys ou sur, l'Eurostar et cetera. Ils recrutaient des gens qui avaient des certaines compétences linguistiques, et donc du coup, au pire, je me disais que je pourrais rebondir là-dessus, quoi. Et lier les deux, Et oui, formidable. Waouh. mon père m'a beaucoup montré les offres d'emploi. Il y a les 2, hein, évidemment. Ok. Est-ce qu'on peut parler de tes premiers petits boulots? Quelque chose que tu as déjà évoqué un peu sur ta chaîne Ah Twitch. oui, Il y a quand même j'étais encore, des petits replays sur ta chaîne YouTube secondaire qui sont tout à fait. tout à fait délicieux. Mais on peut les approfondir et faire un peu moins, on va dire, de storytelling et plus d'analyse là-dessus. Ouais, bien sûr, évidemment. Je te laisse un peu nous dire, notamment, qu'est-ce que ça a été. Alors, est-ce que ça a été le stage de quatrième ou vraiment ton premier pied dans le monde du Non, ouais, travail non. J'étais pas payé pour le stage de quatrième. T'es pas Oui, payé, non, quoi. non, bien sûr. Mais après, Tu voilà, tu faisais pas de tâches. T'as fait un vrai stage d'observation. On t'a pas fait. On m'a fait changer des filtres ou genre de conneries, mais Oui, d'accord. rien de Ok. très, pas du travail qui me mettait en danger, quoi. Après, tu l'as fait avec ton père ou c'est via ton père que tu Ah l'as non, eu, non, mais tu le non, non, faisais. non. D'accord. Ok. Mon père était déjà conducteur et moi je suis allé, j'ai fait mon stage à l'atelier de donc maintenant au Technicentre, de Chalindrey. Avant c'était l'EMT de Chalindrey, ça s'appelait. Donc c'était un atelier où à l'époque, ils faisaient surtout, de l'entretien d'engins diesel, voilà. Maintenant Mhm. ça a un peu changé, je crois. Et, heu et voilà, mais c'était très cool, hein, ça durait une semaine, c'était très sympa. On était 6 de mon collège à y être partis, 6 ou 7 quand même. Beaucoup, en fait, en réalité, comparé à D'accord. mais c'est parce que beaucoup des gens de ma région étaient liés, en fait, au C'était le dépôt gros bassin SNCF, en fait. d'emploi Ouais, du coin, donc c'est pas illogique, quoi. c'était l'un des gros employeurs et donc on était plein de fils de cheminots à être partis là, quoi. Ok. Donc là-bas, t'as surtout fait de l'observation. Il y a pas eu d'abus à ce niveau-là, comme beaucoup, Non. où on te demande de faire vraiment des tâches. Non, 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 D'accord, c'était d'accord. c'était c'était réglo. Et donc ton premier vrai pied dans le monde du travail, ça a été à quel moment? Bah, du coup, c'était l'année d'après. En fait, je sais enfin, du coup, quand je suis parti en Suisse, quand mes parents m'ont envoyé en Suisse, dans la culture du tabac, et là, je sais plus, si j'allais rentrer en seconde ou si j'allais rentrer en première, mais je devais avoir 14 ou 15 ans. Je crois que j'avais 15 ans à peu près, et là, je suis parti 6 semaines, bosser dans le tabac en Suisse, dans le heu, canton de Fribourg, je crois. Oui. En tout cas, là où ils font du tabac, et là, c'était un peu la violence, c'était un peu la violence et se faire carotte, et là, pour le coup, niveau conditions de travail, niveau respect des lois, on n'était pas trop là-dessus. Mais après, encore une fois, ce que j'explique d'ailleurs dans l'anecdote, même s'il y a du storytelling évidemment, c'est que mes parents, ils m'envoient pas là-bas pas pour que je devienne un esclave, ils m'envoient là-bas parce que tous les enfants de mon village partaient à un moment bosser en Suisse, quoi, une bonne partie en réalité. Et d'ailleurs, certains avec des galères, dont je n'ai pas parlé, mais moi j'ai mon voisin, le paysan, il essaie de le payer en viande, quoi. Il voulait pas le payer en argent, quoi. Après 6 semaines de travail, il fait: «Bon, je t'offre une vache», et le gars, il fait: «Mais qu'est-ce que je vais en faire?» Enfin, je veux dire, je vais pas la ramener à la maison, quoi. Hem, donc c'était compliqué, quoi, mais du coup, c'était une expérience de boulot qui était un peu particulière parce que, ben, déjà, j'étais loin de chez moi et je dormais chez mon employeur, en réalité. Je dormais directement dans la ferme. Je Oui, c'est dormais pas au-dessus commun. de C'est vrai que c'est Ouais, pas voilà, je commun. dormais, au-dessus de la porcherie dans un endroit qui avait été emménagé, pour, recevoir 2 personnes. Donc j'étais là avec un stagiaire, quelqu'un qui lui était en stage
qui était en études d'agronomie, qui lui était en stage et qui a travaillé comme nous tous, hein, lui pour le coup, il s'est bien fait carotte. Et il y avait, 2 autres personnes qui étaient logées dans une caravane, un peu plus loin dans le terrain et 2 meufs aussi qui étaient là, qui elles étaient logées à la maison directement. 2 non 3 meufs même, dont une polonaise, qui ne parlait pas du tout un mot de français d'ailleurs il y a beaucoup de Polonais aussi qui bossaient, dans le village, dans l'industrie du tabac et d'ailleurs, le paysan en rappelait souvent que les Polonais lui coûtaient moins cher et qu'on avait bien de la chance de nous avoir pris. Un peu comme s'il était charitable alors que je rappelle que j'étais payé 2,50 € de l'heure et que je bossais 10 heures par jour, 60 heures par semaine évidemment. Et Super. donc c'était vraiment la violence Et parce que, t'avais bah, en 15 ans. fait on était, j'avais 15 ans tout à fait. Le paysan avait déjà eu des problèmes puisqu'il avait déjà, estropié, un jeune l'année d'avant ou l'année encore d'avant en lui roulant dessus au tracteur. Donc ça lui avait il avait eu des D'accord. galères à ce moment-là et Super. il nous avait bien dit, bah, que s'il y avait l'inspection enfin s'il y avait des gens qui venaient et qui demandaient si on travaillait là, il fallait dire non, que, bah, ça en dit déjà long, sur, bah, que le fait qu'en fait, on n'a peut-être pas trop le droit d'être là et voilà, du coup, c'était tous les matins, au champ, on partait à 7 h, je crois que c'était 7 h midi qu'on faisait le matin et donc là, c'était à genoux et tu casses les feuilles et tu fais des tas, puis après ensuite tu les mets sur la remorque et puis, lui vient te chercher à midi et hem et on ramène le tabac dans un autre village qui était le village, de la ferme de son père et après c'est effilage du tabac donc t'enfiles les feuilles sur des cordes et ensuite tu les tends et tu montes ça en haut dans un hangar pour que ça sèche quoi et là c'était un travail qui était très aliénant aussi parce que du coup, il fallait mettre toutes les feuilles dans une espèce de machine avec des crans. Il y avait quelqu'un qui devait, ben, contrôler le moment où il arrêtait, où il repartait et cetera et tu avais une espèce de grosse aiguille qui rentrait dans les feuilles, il y a plusieurs fois où il y a des gens qui se sont pris les aiguilles dans les doigts, ils se sont fait un peu écraser les ongles et les os donc ça fait mal quoi, Ah ça fait oui. mal. Et niveau équipement de travail, on avait juste nous, même qui devions prendre notre équipement à nous si on en voulait un et donc moi j'avais juste des gants à la con et les gants à la con, la nicotine elle passe complètement à travers, il fait froid, c'est humide les champs donc très rapidement tu as extrêmement mal au dos, tu as les mains, tu sais comme au bout d'une heure de manipuler des feuilles de tabac, tu as les mains comme quand tu sors de la piscine, tu vois? Vraiment saturées, Ouais. Ouais, la nicotine, ça en flotte attaque, et en hein. nicotine, ouais. Ouais. C'est toxique. Et il y avait des fermes où il y avait des machines pour ramasser le tabac et nous non, nous c'était tout à la main. D'accord. Donc et puis, plus des petites galères du genre, bah, il y a un veau qui s'échappe à tel moment, faut aller on te lève le soir pour que tu ailles le récupérer ou alors, faire de la paille aussi, ce genre de choses, quoi. D'accord. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui faisait que traditionnellement on envoyait les gamins de ta région faire ça en J'en ai Suisse aucune idée. Ah ouais, tu sais pas? Aucune idée. Je sais pas du tout quand ça a commencé, je sais pas, ça se trouve c'était assez récent en fait, hein et je sais que des gens qui étaient plus vieux que moi l'ont fait, des gens qui étaient plus jeunes l'ont fait aussi. Donc Il y avait je ne sais pas. une amicale Bah, non, mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre et puis en plus, c'était globalement dans les franco-suisse. mêmes communes, hein. C'était, mon voisin, il est parti dans la commune d'à côté, par exemple et c'est même pas via les mêmes réseaux, mais c'est juste, je sais pas et les parents devaient se dire, «Ah bah, du coup, c'est cool, ça les fait travailler, ça leur fait faire de l'argent de poche et tout» et surtout que, bah, en France, on n'a pas trop le droit de bosser à cet âge-là, en plus. Je pense Ah qu'en oui, Suisse non oui, plus il en y a de réalité, ça. mais Ouais. et je tiens du coup, ça me permet de répondre parce que du coup, j'ai des retours évidemment sur cette vidéo où on me Parce que tu bah, expliques les déjà, gens tu racontes déjà cette anecdote dans une vidéo tout à fait. qui est sur YouTube. Et il y a ceux qui disent que je suis qu'un citadin de ses morts et que oui, le travail c'est dur, que les paysans c'est dur, mais c'est-à-dire que moi, j'ai servi à enrichir un propriétaire terrien, ce qui moi m'emmerde un peu dans l'histoire et évidemment, je me suis retrouvé à ce que je raconte de l'histoire, c'est que j'ai failli tuer quelqu'un, en tracteur, parce que je me suis retrouvé à devoir conduire un tracteur, ce que je n'avais jamais fait, en disant que c'était pas très légal et je pense que toujours que c'est pas très légal. C'est pas parce qu'en Suisse, les fils de paysans ont le droit de conduire, le tracteur à partir de tel âge que moi j'avais le droit, hein. C'est tout à fait quelque chose de différent et hem et donc ouais, c'était dangereux, quoi. Enfin, c'était extrêmement dangereux à plusieurs moments, Oui, ça avait l'air dangereux, oui. voilà, hein. D'accord. Et ça, tu l'as fait une fois. Ah oui, puis j'ai dit à mes parents au départ, au bout de 3-4 jours, mes parents, je leur fais: «Venez me chercher, c'est où est-ce que vous m'envoyez? C'est la galère ici». Ils m'ont dit: «Mais non, t'inquiète, ça va te former, ça va t'apprendre, tu vas t'y faire» et du coup, bah, ils sont venus me récupérer après, quoi. Donc il y a eu une petite pause, il y a eu un moment où je suis rentré quelques jours parce qu'il fallait attendre que les feuilles repoussent
Et, D'accord. Et t'es et donc, rentré et du t'y coup, es il y avait retourné une derrière. petite césure. Ouais, je suis rentré 3 4 jours. D'accord. Donc, puis je suis reparti et puis on a fini. En fait, il fallait attendre que les pieds montent pour recueillir plus haut, etc. D'accord. Donc, bien de la merde, bien de la merde. Et à la fin, il m'a fait une fleur en me filant une prime de 70 francs suisses, évidemment, parce que soi-disant, je travaillais bien, sachant que 70 francs suisses à l'époque, parce que le cours aujourd'hui du franc suisse et de l'euro était relativement différent du cours de l'époque. Et à l'époque, c'était 40 francs suisses, c'était 25 €. Donc, il m'a filé une prime d'à peu près 40 balles, 40 € Ah, c'est bien. pour 6 semaines de travail. Ouais, c'est C'est cool, hein, bien. vraiment, pas de problème. Pas de C'est une problème, très ouais. belle prime. J'étais vraiment content. Ouais, ouais, Et après, avant de rentrer, j'ai fait changer du coup mes francs suisses en euros et j'ai perdu pas mal au change, évidemment. J'ai perdu bien de sûr. l'argent. 10 à 15%, je pense. C'est facile. Et qu'est-ce que t'as fait avec cette première paye, rien qu'à Je toi? me suis acheté mon premier ordinateur. Ah, Ouais. Qui était pas terrible, hein, mais pour pouvoir avoir mon ordinateur dans ma chambre. d'accord. Ah, mais super. Et après ça, Ouais. qu'est-ce que t'as fait? Alors ensuite, dans l'ordre. Alors dans l'ordre, je sais même pas si c'est dans l'ordre en fait. J'ai bossé donc à la SNCF, mais je crois que c'est après. Non, d'abord j'ai bossé en pharmacie. Ça, je l'ai raconté aussi sur la chaîne secondaire. Le pharmacien avec qui je travaillais avait le syndrome de Diogène, il était germaphobe. Et il nous payait pour qu'on compte le stock de médicaments qu'il avait dans son sous-sol, qu'il stockait sans le jeter. Et ça a été une galère aussi terrible parce que c'est quelqu'un qui très clairement avait besoin d'aide psychiatrique. Et le problème, c'est que tout ce qu'il avait du mal à gérer vis-à-vis de lui-même, il le reportait sur ses, j'allais dire ses salariés, mais non, parce qu'il voulait nous payer au noir. Moi, il a fallu que je mente sur le fait que ma tante bossait potentiellement à l'URSSAF pour avoir un contrat de travail, alors que c'était Pôle emploi qui m'envoyait chez lui. Donc, disons que j'étais trouvable. J'étais trouvable par l'administration assez facilement. Et c'était vraiment. Là, j'ai tenu un mois. Je vais faire 2. Au bout d'un mois, je suis parti. C'était vraiment pas D'accord. possible. Et là, C'était ah oui, vraiment. Il non, était fou, quoi. tu m'as dit, c'est Pôle emploi qui t'envoyait là-bas. Donc Ouais. c'était à quel âge? J'avais 18 ans. T'avais 18 ans. Ouais, j'avais tout juste 18 ans, je pense. Et Pôle emploi savait. C'est-à-dire que moi, ensuite, il y a une pote à ma tante, justement, qui bossait à Pôle emploi et il savait que tous les gens qu'ils envoyaient là-bas, ils partaient en dépression ou ils tenaient pas. Mais il disait, faut bien trouver du travail, hein, donc faut bien y travailler, quoi. À cet Et âge-là, t'étais pas encore à la fac? si, mais alors, ouais, parenthèse familiale, à cette époque-là, du coup, moi, ma mère est partie, elle a décidé de refaire sa vie seule et avant de partir. Enfin, il y a beaucoup de péripéties, mais en gros, à un moment avant de partir, elle a convaincu mon père de me mettre dehors, et donc du coup, je me suis retrouvé à devoir aller vivre chez ma tante. Ah oui, d'accord. Et du coup, ma tante que je connaissais relativement assez peu. C'est pour ça que je parle de ma tante, en fait, pas mal, parce qu'en fait, c'est à partir de 18 ans, c'est là-bas où j'ai vécu. Et, et du coup, j'avais sollicité ce qu'on appelle le FNO, donc le Fonds national d'aide d'urgence pour la fac, en fait, qui te permet d'avoir l'échelon maximum de bourse, qui D'accord. était à peu près 450 € par mois pendant 9 mois. Euh, donc, pour pouvoir te payer tes études, c'était le maximum que tu pouvais avoir, à peu près, hein, je crois. Peut-être même un peu moins. Peut-être même un peu moins d'argent. Et ça me suffisait. Et en fait, il fallait, pour pouvoir passer. Parce que du coup, si tu passes devant une commission, il y a des gens qui statuent sur ton cas et qui acceptent ou non de te donner la bourse. Mhm. Moi, sans la bourse, je pouvais juste pas étudier, c'était juste pas possible, en fait. Et donc, du coup, il faut que tu montres que tu es volontaire et que tu veux réussir et que tu veux vraiment réussir tes études. Et surtout qu'en plus, j'étais tombé sur une psy, parce que du coup, tu dois avoir une psy qui était vraiment en mode le mérite à fond, les jeunes, c'est des merdes et tout, etc. Et donc, en Mhm. gros, il t'incitait fortement à trouver du travail à côté ou pendant l'été pour montrer que tu avais des contrats de travail et du coup que tu étais volontaire et que tu savais te démerder dans la vie et que tu allais tout faire pour t'en sortir. Et donc, pour ça que moi, je voulais à tout prix avoir un contrat de travail. Je voulais pas bosser au noir. En fait, bosser au noir, ça m'aurait presque arrangé parce que j'aurais gagné plus, tu vois. Mais Ouais. je voulais le contrat de travail en question pour pouvoir montrer, quand je faisais appel à cette aide-là, dans mon dossier, dire bah regardez, j'ai travaillé, je vais m'en sortir, D'accord, ok. je vais réussir, quoi. Ok. Donc ça, c'était avant tout, ce boulot, c'était avant tout pour t'ouvrir les portes de la fac, en fait, tout simplement. Et puis C'était. pour payer la vie universitaire, parce que Ouais, tu vois, en fait, le truc, c'est que le loyer, quand t'as un loyer au Crous, t'as un appart au Crous, tu dois le payer 12 mois le loyer. Le problème, ouais. c'est que enfin, la bourse, tu l'as que 9 mois. Donc, les 3 mois qui restent, faut bien les payer, quoi.
Ah Donc, oui, d'accord. Ouais. voilà, il faut bien bosser pour pouvoir te les payer, sinon tu es vite en galère. Et moi, j'étais très, 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 très ric-rac niveau pognon à ce moment-là. Ma tante m'aidait un peu, mais bon, moi, ma tante, c'est pour des questions fiscales. Comme je suis arrivé chez elle juste après mes 18 ans. En fait, j'ai fait plusieurs allers-retours. Je suis allé pas mal chez elle, mais le moment où je suis vraiment arrivé définitivement chez elle, où j'ai changé la place de mes comptes, mon adresse, etc., j'avais passé tout juste mes 18 ans et donc du coup, elle ne pouvait pas, pour des raisons fiscales, par exemple, déduire une demi-part. Elle ne pouvait plus à ce moment-là. Donc fiscalement parlant, pour eux, c'était pénalisant d'avoir chez eux, hein, tout simplement. Et ça va qu'ils avaient un peu les moyens, mais du coup, ils avaient, subitement un deuxième enfant à charge, quoi, enfin un deuxième jeune à charge. Et tu coûtes plus cher quand tu as 18 ans que quand tu as 7 ou 8, quoi. Donc parce que c'est le moment où tu as besoin de faire un peu des investissements, te payer un micro-ondes, changer un peu de fringues, tu vois? Ouais. Faire ta vie à la fac, quoi, donc c'était compliqué, quoi. Donc ils m'ont aidé de ce qu'ils ont pu et donc du coup, en mettant tout bout à bout, j'arrivais à m'en sortir. Mais c'était un peu ric-rac, quoi, c'est sûr, hein. Donc OK. c'était nécessaire pour moi de travailler. C'était même pas une question de volonté ou j'avais pas le choix, quoi. Donc t'arrives en pharmacie alors que c'est pas quelque chose qui t'intéresse, hein, bien sûr. Non, puis Et c'est un univers que je trouve enfin vraiment, moi la pause de 2 heures et demie au milieu de la journée qui te nique toute ta journée, par exemple, là, tu peux rien faire, quoi. Puis c'est pendant tes vacances, toi, tous tes potes partent en vacances et te disent: «Ah, c'est trop bien, on fait ceci, on fait cela», et toi, tu es en mode: «Bah non, moi j'ai bossé en pharmacie et je déteste ça et j'ai envie de crever». Donc voilà, c'est sûr que bon, ouais. voilà, hein. Donc t'es là-dedans. C'est quelqu'un, le pharmacien, de peu recommandable, d'après ce qu'on a compris. Ouais, bah, Euh, je crois qu'il en vrai, il faisait comme il pouvait, avec, probablement ses pathologies mentales, qui n'étaient pas traitées, donc ça devait pas être facile dans sa tête pour lui. Évidemment, du coup, ça nous mettait dans des positions qui étaient extrêmement dures, de notre côté à nous, mais c'était pas quelqu'un de méchant. d'accord. C'est quelqu'un plusieurs fois, moi, justement, quand j'ai refusé, notamment, il m'a demandé de faire ce truc aberrant, de passer le rotofil dans les cailloux, sans équipement de protection. Moi, je lui ai dit: «Mais vous êtes malade». Et moi, il m'a vraiment supplié, par exemple. Il m'a pas forcé en mode autoritaire, il m'a supplié parce qu'en fait, pour lui, c'était vraiment ça répondait à une, je pense à un besoin ou à une obsession, avec laquelle il ne pouvait pas, enfin, il ne pouvait pas y déroger parce que probablement maladie mentale. Et du coup, il a pas été autoritaire, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à la fin, je l'ai pas fait. D'accord. Il m'a pas menacé non plus. C'est juste Ok. il était pas méchant, quoi. Il était vraiment, après ça, c'est avec nous, hein, avec ce qu'il faisait avec d'autres gens, notamment il y a eu apparemment des histoires de trafic d'ordonnances, et cetera. C'est quelque chose de ce que j'ai entendu, hein, avec les collègues que j'avais, parce qu'il y a des collègues qui avaient bossé avec lui, enfin mes collègues au noir, étaient des gens qui avaient aussi bossé avec lui, par le passé. C'était autre chose, mais en tout cas avec nous dans le travail, en plus moi il m'aimait bien, il nous faisait relativement confiance aussi. Ce qui fait que du coup je faisais des trucs que j'avais pas le droit de faire, enfin j'avais des tâches de travail, qui je crois ne peuvent pas être faits si jamais on n'a pas un minimum de formation en pharmacie, tout simplement parce que c'est un métier, bah, il y a quand même un diplôme, il y a un ordre, il y a l'ordre des pharmaciens, donc c'est quelque chose qui est quand même cadré, quoi. C'était de quel Et tu peux type? pas juste Il te recruter, faisait faire des mélanges? non, non, c'est plutôt, de la réception, du triage de médicaments, D'accord. alors et donc du coup du comptage d'arrivage de médicaments. Et je crois que normalement, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais je crois que tu as pas tout à fait le droit de le faire si tu es pas au moins préparateur en pharmacie. Tout D'accord. simplement parce que si tu pourrais tout simplement, bah, moi, j'aurais pu voler tout un tas de produits qui sont Ah oui, oui, recherchés sur le d'accord, marché ok, par noir, rapport à ça, ouais. dans le Ouais. domaine des stupéfiants, quoi. Oui, d'accord, ouais. Tu étais tout seul à trier du Subutex, Bah, sans voilà, ou problème, les quoi. équivalents génériques. Et D'accord. il en recevait beaucoup. Et plein des opiacés, ce genre de choses. Et donc c'est, normalement, d'ailleurs, apparemment, je crois que c'est des médicaments qui doivent être sous-clés ou qui doivent être, rangés dans un endroit particulier. Là, ça l'était même pas, donc vraiment, enfin, c'était freeloot, quoi. Si j'avais été mal intentionné, j'aurais complètement pu lancer un trafic de médicaments sans trop de problème. Que je n'ai pas fait. D'accord. Ah, tu l'as pas fait, finalement. Non, 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 non. T'y as même pas pensé? Heu moi, non, par contre, j'ai eu très peur que si jamais il y avait un problème de recomptage de médicaments, que je sois incriminé pour des mauvaises raisons. Ça, par contre, ça m'a un peu fait peur. Oui, d'accord. Heu, Parce que je voulais vraiment pas que ça, enfin, moi, j'étais en mode, je voudrais vraiment faire mon temps et partir et plus jamais en entendre parler, et vraiment, pas être emmerdé ni dans quoi que ce soit, quoi. Ça a duré combien de temps, ce boulot? Ça a duré 1 mois. Un mois? Mais un mois qui était vraiment long, vraiment pour moi. Ouais. Vraiment très, très long, quoi. C'était tous les jours de la semaine? Tous les tous les jours sauf le dimanche.
D'accord, ok. Lundi à samedi, quoi. Ouais, sachant que mercredi, je crois que c'était demi-journée. Pénurigeant. D'accord, ok. Ok, très bien. C'est deux expériences. Bon, ça avait l'air quand même moins dur que la Suisse, malgré tout. Bah, c'était différent. C'était différent. Ouais, C'était dur mentalement. Euh, la Suisse était moins dur mentalement. La Suisse était plus dur physiquement. d'accord. Parce que, parce que j'étais avec d'autres gens de mon âge et qu'on s'entendait plutôt bien et que même si le travail était dur et c'était long et c'était chiant, il faisait froid, etc., au niveau de la santé mentale, même si c'était quand même aliénant, c'était vraiment, moi, au moins, je comprenais le travail que je faisais. Hmm. En pharmacie, il me demandait de faire des trucs qui n'avaient aucun sens. Et pour moi, il est aberrant de faire des tâches qui n'ont aucun sens, en fait. Ça me quand tu sais, quand tu produis quelque chose, tu as envie de te dire: «Ben, ça, c'est l'état initial et ça, c'est le résultat, quoi». Ouais, Là, ouais, ouais. il y avait des fois, je faisais enfin, juste compter des boîtes de médicaments qui sont dans un sous-sol depuis 15 ans pour vérifier que rien n'a disparu, alors que ça ne devrait même pas être là à la base et que de toute façon, personne peut les voler et qu'en plus, personne Ouais, viendra vérifier ni quoi que ce soit et ça manque à personne et cetera. Tu te dis: «Mais tout ça, c'est du temps perdu. C'est du temps qui va nulle part, quoi». ouais, Donc ouais, je vois. C'est un principe, c'est travailler pour travailler alors qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. ben, voilà et le Mais C'est fait c'est pas la aussi, donc première comme fois il était qu'on c'est germain pas la première fois qu'on parle de ça dans cette émission, hein, ah bah d'espèce de travail pour le principe, de bah, le travailler sens pour du travail, enfin, travailler. c'est intéressant que c'est C'est ouais, important, ouais. quoi. Ah ouais, mais c'est sur ça qu'on réfléchit aussi dans cette émission. Tout ce temps de travail qui ne sert à rien. Euh, et je pense que vraiment plein de gens ont des exemples de ça, quoi. Et tu sais, le truc, c'est que après la Suisse, quoi, après quand je bossais en Suisse le soir, j'étais fatigué et je pouvais vraiment, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Là, c'est quand je suis rentré de chez moi après la pharmacie, j'étais fatigué, mais j'avais pas envie de dormir, j'avais envie de mourir, tu vois? C'était différent, tu vois? J'étais en mode, Ah ça oui, n'a c'est aucun différent, sens, oui. quoi. Ça non, mais dans le sens, ça a vraiment, tu vraiment en mode, tu sais, tu vidé, quoi. Tu te sens vidé mentalement, quoi. Tu te dis: «Je vais Ouais. rien faire», c'est déprimant. Puis en plus, moi, il me faisait laver, ces putains de rebords de fenêtre, au savon et 4 fois par jour et puis je devais passer le balai sur le trottoir pour pas qu'il y ait de cailloux parce que le trottoir devait être nickel alors qu'on habitait c'est la pharmacie est au bord d'une nationale, donc des cailloux, on avait tout le temps. Donc je suis en mode je fais enfin, tu demandes à quelqu'un de balayer un trottoir pour plus qu'il y ait de cailloux alors qu'il y a des voitures qui passent tout le temps, alors que les cailloux reviennent en permanence. Donc tu sais que ton travail, il ne sert à rien. Hmm. On te fait faire quelque chose qui n'a aucune utilité parce que d'ici 2 heures, il faudra le refaire. Et c'est extrêmement, tu en mode, enfin, c'est horrible, quoi. Ouais, ouais, je vois, je vois. Ouais, c'est très très agaçant. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à faire ce genre de choses qui sont inintéressantes. Enfin, c'est même pas que c'est inintéressant, c'est que oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quelqu'un dans le chat dit l'inventaire en pharmacie est obligatoire une fois par an, que tes boîtes restent au sous-sol ou non. Mais là, ça allait au-delà de ça, en fait, ce que tu... Ce que... Là, il avait 15-20 ans de stock, il y avait de tout, il y avait des choses périmées, il y avait des choses qui, a priori, de ce que j'ai compris, auraient dû être envoyées en destruction, en fait, a dû être retournées au laboratoire pour destruction, si j'ai pas de conneries. Et, et vraiment, il nous a conté tout un tas de trucs, vraiment, enfin, tu sais, des trucs de spectacle en 20 ans qui sont au fond du sous-sol. La date de péremption, c'est genre 2004, t'es là en mode, waouh, bon, vraiment, enfin, mais vraiment, il avait le syndrome de Diogène à un point, par exemple, le papier qu'il utilisait, il ne le jetait pas. Il le découpait, il en faisait des post-it et il disait: «Ça peut toujours servir». Donc il y avait du D'accord. papier partout, par exemple. Tu vois, c'est un exemple de Ouais. chose. Donc tu ne pouvais rien jeter à la poubelle chez lui, en fait. Parce que donc du coup, tu le ramènes dans tes poches et tu jettes à la poubelle chez toi, tu vois? Ouais, ouais, Parce que d'accord. sinon, tu sais qu'il va péter un câble. Ouais, On est ouais. là-dessus, quoi. Et tu subis ça en tant que jeune qui va travailler là-bas. Bah ouais, ouais. D'accord. Ok. Très bien, très bien. Alors, champ de tabac, pharmacie. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres expériences ou c'était Bah, ça du coup, tes... l'année d'après, toujours pour l'idée, du fonds national d'aide, machin, je dois retrouver un travail pendant l'été, je dois toujours payer mon loyer pendant l'été. La fac, ça dure pas qu'un an. Donc je passe, grossièrement, hein, parce qu'il y a une année de césure, Ouais, entre mon lycée et puis une année de réorientation et cetera, blablabla et donc du coup, à ce moment-là, l'année d'après, du coup, je bosse à la SNCF pendant 2 mois, du coup, un boulot que d'accord. mon père a trouvé. C'est un boulot qui était obscur. Il y a d'autres gens qui étaient pas à la SNCF qui ont réussi à y bosser, mais globalement, c'était extrêmement compliqué, il fallait être coopté, donc j'ai eu de la chance d'avoir ce travail.
Et de toutes mes expériences professionnelles, je pense que c'est celle que j'ai préférée. Le travail était dur. Heu, le travail était dur, je devais me lever tôt le matin, vraiment, super tôt, puisque des fois j'avais des prises de service à 5h30, des fois plutôt vers 7h. C'était 7h, non, en principe c'était 7h15 je crois, mais i certains types de jours et les jours fériés, c'est 5h30 Mmh. et donc c'est compliqué, il fait extrêmement chaud dans l'atelier, parce que c'est un vieil atelier qui a été Tu devais construit, faire juste quoi? après la Seconde Guerre Exactement, mondiale. c'était quoi Al le boulot? alors en fait, j'ai fait plusieurs boulots dedans. Pendant la première semaine, j'étais attaché à l'équipe électrique et donc du coup, j'aidais des gens, sur tout ce qui était réparation électrique. Mais en fait, je pouvais pas faire grand chose parce que, ben, il faut vraiment être vraiment qualifié pour faire quoi que ce soit et pour pas que tu t'électrocutes ou tu fasses de conneries. Tu retrouvais tes premières Heu, amours de quand t'avais 4 ans, du coup. Tu ouais, gérais des fils complètement. électriques Et du coup, je me pour des sentais trains. inutile. Du coup, les journées étaient longues et en même temps, il fallait que je justifie que je sois là pour pas que parce que du coup, tu avais le manager à la con qui passait, mais une espèce de Bah, le manager grand qui te classique, touchait. hein. Je crois qu'on y revient, on va y Ouais. revenir à chaque émission, hein, là-dessus. Le fameux faire semblant de travailler parce qu'il y a le manager alors que t'as Ah rien mais à ouais, faire. enfin moi je voulais travailler, ça, si tu veux, ça m'aurait fait passer la journée plus vite, mais il y a des moments où juste il n'y avait pas de travail pour moi. Et donc au bout d'une semaine, moi j'étais un peu en mode bon bah voilà, je peux trop rien faire, j'aimerais. Et donc du coup j'ai été changer d'équipe, j'étais envoyé à l'équipe thermique. Et donc l'équipe thermique, c'est tout ce qui est entretien des moteurs, nettoyage des moteurs, et tout ce qui est problème moteur finalement de manière générale. De train. De train évidemment. De Et quel donc type de train? c'était du diesel, donc nous c'était beaucoup d'entretiens de 63 000, de 72 100, et de il y Je avait du demandais pas aussi 66 000, précis. voilà. Et il y avait des AGC aussi, de temps en temps. Ah, il y avait Ah bah, tu m'as des demandé, je te AGC. réponds. Ouais, ouais, mais non, non, Et moi, en tant qu'ignare, je demandais plutôt, c'était quoi? C'était des TER, c'était des trains de alors le marchandises. il y avait ce qu'il y avait du TER du coup, il y en avait, mais D'accord. il y avait C'était surtout, des du coup locomotives, quoi, les qui pouvaient oui servir sinon pour c'est ouais plusieurs choses. des locomotives, notamment, les 112 000 c'est beaucoup c'était beaucoup affrété parce que c'est maintenant ils ont été radiés au transport de voyageurs, je crois, notamment en transport grande ligne. Et les 63 000 par contre c'est des engins, pas tant de transport de marchandises, mais des engins, d'entretien, tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle l'infra, enfin ça s'appelait l'infra, donc tout ce qui est, manutention, gestion du réseau, travaux. Donc ça, c'est des engins qui servent Ouais. au fonctionnement même du réseau, quoi. C'est les tout petits machins qu'on voit passer de temps en temps. Alors ils étaient pas petits, ceux-là, c'est plutôt gros, un 63 000, mais ça, je crois D'accord. pas que ce soit très puissant. Mais c'est beaucoup utilisé, ouais, dans les travaux, je crois, pour tout ce qui est qui est, tout ce que, bah, je sais plus exactement, mais il me semble, hein, parce qu'aussi maintenant le matériel roulant les matériels roulants a beaucoup changé. Et donc, au départ, ce que j'ai dû faire, c'était une partie, plus, vraiment la partie que j'ai préférée de mon travail qui était, il m'avait dit en gros: «Voilà, ça c'est tout le stock de pièces, de l'équipe thermique». Donc il y avait pour tout un tas de machines, il y avait tout un tas de pièces courantes dont ils ont besoin pour les pannes courantes, et dedans, il y a tout un tas de pièces qui ont rien à foutre là. Et en gros, il fallait que je trie ça, que j'y foute de l'ordre et que je renvoie au centre national, toutes les pièces dont on n'avait pas besoin, pour, bah, se les faire rembourser tout simplement parce que, voilà. Et du coup, j'ai fait économiser 35 000 boules à la SNCF, donc c'est plutôt cool, hein, ça n'aurait pas coûté autant, vraiment Qui pas. t'ont instantanément reversé, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Donc du coup, tout Ouais. ce qui était tri, c'était plutôt cool parce que du coup, j'avais une mission, il y avait que moi qui la faisais, je gérais mon temps de travail comme je voulais et enfin plutôt mon organisation de travail comme je voulais. Donc il y avait le manager de temps en temps qui me cassait les couilles en disant: «Ah, tu passes pas beaucoup là». Bon, si. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai été vraiment à l'entretien pur, des moteurs, donc aller dans les moteurs avec les gens. Et en gros, tu as un gars, tu sais, les moteurs souvent ils sont symétriques, donc tu as un gars de l'autre côté qui fait des trucs et il te demande de faire pareil que lui, pour gagner du temps tout simplement. Mhm. Et moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé, même si encore une fois les conditions de travail, elles étaient dures. Voilà, elles étaient dures, c'était fatigant, tu portes des trucs lourds, tu mal, t'es en chaussures de sécu toute la journée, tu sais, tu en combi de travail, en bleu de travail T'es et dans un puis, atelier, voilà. Ouais. t'as vu sur l'extérieur ou t'es dans Non. une espèce de Non, bulle? non, non. Ouais, t'es dans une bulle lumière artificielle. Complètement. Ok, Ouais, ouais, complètement. Avec de temps ça. en temps, tu vas dehors pour checker un engin parce qu'ils peuvent pas le rentrer. Mais la plupart du temps, non, c'est tout en intérieur. Et du coup, il y a du bruit parce que tu as des engins qui rentrent avec des moteurs, Ouais. donc du coup, ça fait tu beaucoup de bruit. Et dans les moments où il y a l'équipe de nettoyage qui passe parce que, tel train a buté telle vache, et donc du coup, faut la nettoyer, ça pue la mort aussi souvent. Ah ouais? Voilà. Ça puait la mort, l'huile de moteur.
Mais Oui, ça allait. Moi, j'aimais bien, j'avais ma petite routine, voilà. À telle heure, je faisais ma petite pause de 5 minutes pour aller boire mon petit sirop. Heu, C'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. C'était très fatigant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors que d'accord. pourtant, c'est un métier où les gens pouvaient finir estropiés, voire mourir, hein. Ça, Ouais, on oublie qu'il y a des gens qui meurent au travail aujourd'hui, mais il y a des gens qui meurent au travail et il y a la ça arrive SNCF, il y en a. ça arrive tous les jours, ou quasi tous les jours. Il y a d'ailleurs un compte Twitter qui essaye de répertorier les accidents du travail en France et qui fait un listing dont j'ai pas le nom en tête, mais qui doit être facile à trouver en tapant simplement accident du travail sur Twitter. Il y a un gros travail de ce qui est pas évident parce que c'est souvent très opaque. Hein, il y a Ouais. pas de communication officielle là-dessus. Là, c'est vraiment ils essayent d'avoir les informations sur les accidents du travail et donc qui entraînent des décès dans tous les corps de métier. Et c'est bien souvent effectivement du travail manuel. Le compte Twitter, c'est du accident, DU accident tout attaché. Merci au chat pour ça. Et donc, oui, finalement, le fait que tu dises c'était dur, c'était éprouvant, il y a plein de points négatifs, c'est dangereux, tout ça, mais t'étais content de toi à la fin de la journée, c'est aussi, j'imagine, le fait de savoir que tu fais quelque chose de très concret et utile à la société. Et alors, il y a ça et il y a le fait que, il y avait une bonne ambiance de travail. Les gens avec qui tu travailles sont des gens qui sont très différents, mais tous les matins, tu arrives, tout le monde se pose autour de la table, boit le café ou son chocolat ensemble. La pause, c'est globalement la même chose. Les gens ne s'entendent pas forcément tous très bien, mais il y a ce côté on fait corps et surtout les moments où il a fallu, dire, moi comme ça a été le cas quand, je sais pas si c'est un manager ou le sous-chef, bref, il vient de casser les couilles, ben, il y a quand même tous les ouvriers, enfin les travailleurs se mettent ensemble pour dire: «Attendez, non, nous on fait pas rien, on se démerde, enfin on bosse, là vous le voyez Ouais, bien» et cetera. Et il y avait un rapport de force qui était complètement différent et moi, par exemple, un truc que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est qu'une fois le chef d'équipe est arrivé en retard parce qu'il s'est pas levé, le lendemain, il a emmené les croissants pour s'excuser, quoi. Et je l'ai jamais vu ouais, ailleurs, hein, ça, ce genre de truc. j'ai Et jamais vu ça ailleurs, non. voilà, et tout simplement parce que, bah, oui, ça foutait dans la merde, l'équipe, tout simplement. Bon après c'est comme dans tous les endroits, tu as machin, tout le monde lui parle moins parce que, bah, il aime bien juste faire la bite au patron et que voilà et qu'il va faire la taupe et cetera. Et tu sais, c'est dans tous les endroits, il y a un peu ce genre de truc. Mais par Ouais, contre, il faut savoir aussi que les travailleurs étaient aussi critiques les uns envers les autres aussi sur le travail mal fait. Ils avaient une bonne conception de: «Non, il faut que le travail soit bien fait quand même, parce que tu as envie d'être content de toi à la fin de la journée». Et il y avait vraiment une bonne ambiance de travail et pour moi, c'est un et il y a du coup une certaine autonomie dans le travail aussi et ça, pour moi, c'est ouais, c'est cool quand t'as pas quelqu'un qui vient te casser les couilles sans arrêt et qui veut t'apprendre ton boulot. Moi, je le connaissais pas le boulot en question, mais le manager, je pense qu'il le connaissait encore moins. Donc c'était parce que je crois pas que lui, il ait jamais touché un moteur, tu vois? Et donc ouais. parce que c'était un cadre, quoi. Enfin, c'était un cadre Oui, qui oui, était oui, oui, arrivé j'imagine là, il y a bien, ouais. 2 ans et qui était reparti l'année d'après, quoi. Parce qu'il tourne, il fait carrière Ouais, il et a donc trouvé une offre plus intéressante ailleurs, et il va bosser dans complètement voilà. autre chose. Alors Alors que le que chef les... d'établissement, c'était quelqu'un avec qui, par contre, il écoutait, par contre, les travailleurs et D'accord. il écoutait aussi leur expertise et il leur apprenait pas la vie et ça fait, ça pour le coup, alors celui-ci, hein, parce que moi, il y en a eu d'autres, hein, mais celui-ci, du coup, c'était plutôt cool et ça, en fait, juste le fait que, heu, tu sais que le patron, il gagne plus que toi, qu'il arrive avec un beau costume et tout et que machin et pas de problème. N'empêche que moi, la seule fois où j'ai dû aller le voir et je lui ai dit: «Bah, voilà, moi, j'ai besoin de boîtes de machin pour ranger ces trucs». Direct, il m'a dit: «Bah, vas-y, commande les celles que tu veux et puis tu me feras signer le papier et puis c'est OK, je te fais confiance», tu vois? Et juste ça, moi, parmi toutes mes expériences professionnelles que j'ai eues, j'en ai eu d'autres après ensuite, c'est la seule fois où ce genre de choses s'est arrivé. Et donc ça pose aussi une autre ambiance de travail, tout simplement. Parce que si quand tu c'est très con, hein, c'est juste quand tu sais que les gens ont confiance en ta capacité à travailler et qu'ils voient le résultat, ils te fixent une tâche et qu'à la fin le résultat, il est là, bah, finalement, est-ce que c'est pas l'essentiel, quoi? Est-ce que c'est pas la seule chose qu'on devrait voir, quoi? Et donc ça, c'est pour le coup, c'était cool, il y avait du sens. Les engins, ils rentraient, ils étaient cassés, ils ressortaient, ils étaient nickel. Ils rentraient, il fallait faire la révision, ils ressortaient, elle était faite. Moi, les pièces que j'ai renvoyées, bah, voilà, elles ont été renvoyées. On m'a filé un truc à trier, à la fin, ça l'était. Bah, du coup, voilà, moi, je faisais mon travail, je le faisais comme j'entendais. À la fin, il était fait, les gens étaient contents de moi et moi, j'étais content de moi et donc voilà, donc c'est extrêmement important, quoi. Et Et puis, en plus, l'employé... c'était dans un cadre que j'aime bien, c'est les trains, quoi, donc.
L'employeur, c'était la SNCF. Pour tout le monde, là, Tout à fait, dans cet tout à atelier. fait. Pas pour tout Euh, le monde. Pas pour tout le Enfin, monde. il y avait aussi tout ce qui était société de nettoyage, c'était des gens qui étaient en CDD Ouais, d'un an renouvelable à l'infini, évidemment. d'accord, ok. Mais c'était quand C'était même... une c'était quand entreprise même... mandatée par la SNCF. D'accord, oui, pour le nettoyage. Mais en tout cas, pour tout ce qui relevait de ce que tu faisais toi ou des gens qui t'entouraient, Oui, c'était oui. SNCF. C'est toujours le cas aujourd'hui ou pas? Je sais pas, aujourd'hui, le départ du coup, moi, je bossais à Chalindrey. Je sais que maintenant, ça a peu été partitionné. Ils sont à moitié, ils font à moitié du désamiantage. En plus, il y a la rotonde qui a cramé. Je crois qu'ils l'ont pas trop remise aux normes. Par contre, moi, il y avait Ah, énormément de départs en retraite qui n'étaient pas remplacés. Beaucoup de gens partaient en retraite à la fin de l'année ou l'année d'après. d'accord, ouais. Ils n'étaient Mais pas remplacés. Donc les équipes, elles réduisent, elles fondaient quoi. Elles fondaient 10 000 et puis. Je crois qu'il y a quelques personnes aussi qui sont parties bosser dans le privé, tout simplement. donc en fait, Donc, ça tend à être... à être de plus en plus des prestataires privés, et puis la SNCF elle-même étant en train de devenir plus ou moins une entreprise privée. Ouais, tout à fait. c'est pas la même chose parce que là, tout ce que tu me décrivais, en fait, je pense que il y avait vraiment, j'ai déjà dit, mais cette notion d'intérêt public, en fait. C'est sans Ouais. doute ça qui faisait qu'il y avait l'organisation du travail que tu décrivais, qui était bah, sans doute bien meilleure que du travail manuel très similaire, mais dans une usine qui, au lieu de s'occuper de trains du service public, s'occupe de voitures à vendre. Ouais. Ou de n'importe quoi, ou de pièces de moteur d'avion, ou que sais-je. Surtout, moi, je ne le faisais pas, mais il y avait aussi les équipes d'astreinte, c'est-à-dire il y avait des gens qui, dans le service, ça tournait, pouvaient être appelés au milieu de la nuit pour monter dans une camionnette et filer dans telle ville de France pour réparer tel engin parce qu'il était rattaché au dépôt de Chalindrey, par exemple. Donc il y avait D'accord. vraiment une espèce, pour certains, vraiment un côté course contre la montre. Là, il faut réparer tel engin, il doit partir à telle heure demain. Ça, j'ai pas eu à le faire parce que moi, j'étais sur site et j'étais pas mobile. Et du coup, c'est. Ouais, et puis il y avait aussi quelque chose de varié aussi dans le travail qui est. Moi, je le faisais pas directement parce que moi, j'avais pas l'expertise, mais par contre, j'y ai assisté plusieurs fois. Bah, tu reçois tel engin avec une panne, tu dois trouver ce qu'il a, quoi. Il y a un côté, bon, bah voilà, il faut faire une petite enquête, il faut trouver ce qu'il a. Il faut le réparer, il faut se démerder, il faut faire avec les moyens du bord. Et c'est un côté qui est vraiment intéressant, ça. Et ça apporte, tu vois, une certaine créativité dans le travail aussi, quoi. Ouais. Donc ça, combien de temps? Un mois aussi? 2 mois, 2 mois. 2 mois. Du 1er janvier au 31 août. Le 1er juillet, pardon, au Juillet. 31 Ouais. août. Ok. Donc vraiment la période d'été. Et vraiment, j'ai vraiment surkiffé. J'ai même voulu le refaire l'année d'après, mais pour le coup, ils embauchaient plus. Ils ne faisaient plus de faire appel à D'accord. des jeunes pour aider l'été. Ok. Parce que du coup, nous, on était là pour en fait compenser les gens qui partaient en congé, tout simplement, en vacances. D'accord. Ok, ok. Et alors, qu'est-ce que, selon toi, je sais pas parler, pardon. Euh, toi, du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce que c'est ton rapport au monde du travail, donc par rapport à cette expérience, celle de ta famille, de ton entourage, et puis voilà, ta vision par rapport à la société. Bah, c'est. Moi, je suis content de ma position aujourd'hui. Je suis extrêmement privilégié, hein. Je me lève le matin, ou je me lève pas le matin, surtout. Je me lève plus le matin. C'est surtout ça, hein. Et Voilà, tu voilà, te lèves et pas je le gagne quand matin. même l'argent à la fin de la. Je gagne quand même Aujourd'hui, de on le l'argent à la fin précise, du hein, mois. t'es indépendant, tu vis de tes projets YouTube Voilà, c'est et moi qui décide ce Twitch, que je tout dis. Il y a ça. personne pour m'emmerder. Il y a personne pour me faire changer une virgule. Je suis en totale indépendance. C'est ça, en fait, c'est un luxe de ouf parce que vraiment, moi, ce qui m'a tué dans le travail, et on en a pas parlé, mais je suis bossé dans l'hôtellerie. C'est vraiment Ah, on peut en parler, hein, le on a le côté. temps, hein, si tu veux. Ah bah ouais, c'est vraiment C'est le vrai que côté. je suis passé directement à la suite, mais si Oui, tu c'est pas moi. veux faire un encart Ah, mais j'ai failli, hôtellerie, j'ai failli être démarcheur aussi. J'ai fait la formation pour être démarcheur porte-à-porte. J'ai oh fait là plein de. là, J'ai vraiment fait. il nous Ça, faut c'est quand 3 j'étais heures en Autriche, d'émission quand avec j'étais. toi. Ah bah, tu m'as. J'ai eu Ouais, c'est quelques vrai, c'est expériences vrai, de c'est vrai. boulot. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais en gros, le truc de démarchage, finalement, je l'ai pas fait parce que c'était, il fallait vendre à des. Enfin, je me suis rendu compte, là, c'est vraiment, ça a été un peu un coup dur idéologique, on va dire. D'accord, Parce que j'étais de gauche, voilà, bon, je me vivais comme quelqu'un de gauche, c'était vraiment, j'étais en mode les ONG, bon, ça peut être cool, aider machin, ça peut être cool, militer, ça peut être cool, les abeilles, c'est cool, et cetera, blablabla. Et j'ai découvert le monde du démarchage dans la rue et du démarchage porte à porte. En fait, ils recrutaient, donc du coup, j'y suis allé. Et du coup, j'ai fait la 1re,
premier entretien dans un espèce de local autogéré avec des hippies, c'était eux les recruteurs. Et, Spécial. et après, tu te retrouves dans une formation où il y a que des jeunes, beaucoup des jeunes. Et en fait, bon, déjà, on m'explique. J'étais en Autriche à cette époque-là. Il fallait toujours que je paye mes études, sauf que j'avais plus de bourse. Hein. J'étais en Autriche. Du coup, j'étais complètement hors système parce que là-bas, on donne pas d'argent aux étrangers. Et j'étais étranger. Et donc, c'était extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'aide au logement, il n'y a pas tout ça. Donc, il fallait que je travaille pour me payer mes études, puisque mon compte en banque était en train de fondre vitesse grand V. Et donc, et je donnais déjà des cours, si on peut en parler aussi, mais je donnais des cours à côté, des cours de l'aide aux devoirs, etc. Ouais. Payé 10 balles de l'heure, 8 balles de l'heure, même des fois, moins. Il y a des prestataires qui prenaient tout, hein, évidemment. Ça, c'est vraiment le cancer, les prestataires. Et enfin, les intermédiaires, souvent. C'est vraiment c'est où tout le pognon se barre. Hein. Et donc, du coup, cette formation-là, du coup, en fait, on t'explique que c'est vraiment cool, ça va être très important, on va sauver les abeilles, hein, on va récupérer l'argent pour sauver les abeilles. Et en fait, tu te renseignes un peu, il t'explique le calcul de comment tu vas être payé. Et en fait, tu t'es payé en fonction de combien tu rapportes. Donc vraiment, c'était des commissions Mais sur l'argent que tu arrives à récupérer. Ah oui, non, quand tu disais des marchages, c'est pour Tu les récupères des ONG. dons. D'accord, oui, Ouais, tu récupères c'est des les dons. fameux sacs à dos devant les gares. Tout à fait. Et donc, D'accord, du coup, ok. en fait, ce sont ce sont des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui prêtent une masse salariale à des ONG, et juste on te change ton t-shirt et ton sac à dos, et puis on te fait apprendre un discours. Tout à fait. C'est vrai que Voilà. c'est vrai que ça, j'avais vu un reportage là-dessus. Alors, je sais plus de qui c'était le reportage, sur quelle chaîne ou quoi, il y a quelques années. Et j'ai vraiment découvert en quoi consistait ce système. Et je pense, comme beaucoup, jusqu'à voir ce reportage, je pensais que les gens qu'on voyait avec des coupes-vents avec le logo de l'ONG qui viennent nous solliciter pour nous demander si on n'a pas 5 minutes pour parler de telle cause, machin, c'était des bénévoles de l'association, et pas du tout. Alors, je pense que ça se sait de plus en plus, mais non, Ouais, pas du tout. ouais, C'est pas du tout des bénévoles complètement. de l'association. C'est comme tu vas-y, Non. explique masse salariale Et donc du du coup, prestataire. voilà, donc du coup, le prestataire. En fait, moi, mais je l'apprends en ce moment-là. Moi, je l'apprends en ce moment-là en étant recruté. Moi, je pense que je vais bosser pour telle ou telle boîte, parce qu'en fait, on nous dit, vous allez vous faire, si jamais vous faites à peu près tant de ventes, ce qui est la moyenne, vous allez vous faire 3 000 € par mois. Et t'es en mode, ouais, mais putain, pourquoi personne saisit le plan? C'est ouf. À l'époque, j'étais un peu en mode, bon, c'est un peu bizarre, mais allons-y pour voir. Et du coup, je fais la formation. Du coup, on était plein. Et là, en fait, on nous dit, bah, du coup, voilà, sur telle période, on est mandaté. Enfin, du coup, c'est telle ONG qu'on va représenter, ou telle association. Et eux, ils payent tant. En gros, alors, ils t'expliquent qu'il y a toute une formule de calcul pour savoir combien tu vas toucher en fonction de combien tu rapportes, avec un espèce de. Un indicatif, un indice. Et en fonction de cet indice, ça fait changer complètement ce que tu gagnes. Et en gros, c'est un facteur de démultiplication. Et donc là, en gros, je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, j'allais gagner 3 fois moins que ce qu'on m'avait vendu. Mais que peut-être, si jamais je restais et que je faisais ça, peut-être que la prochaine ONG, elle nous rapporterait plus, tu vois. Donc à la fin, déjà, je me dis, c'est mort. Et en plus, je vais être payé à la commission. Moi, on m'explique qu'en plus, j'ai un accent étranger, que je suis pas autrichien de souche. Donc les gens me donneront pas. Donc ce sera plus compliqué. Donc moi, déjà, on me retire certaines possibilités de travail, c'est-à-dire notamment tout ce qui est démarchage en dehors de la capitale. Euh, Ouais, en gros, ils me disent, les Autrichiens, ils ouvrent pas leurs portes aux étrangers, donc il faut que tu sois dans la rue à démarcher. Et donc, en fait, on t'apprend, tu dois vraiment apprendre tout un texte, et en fonction des différentes réponses qui sont les réponses les plus courantes, tu dois apprendre des réponses, en gros. Donc, en gros, tu dois démarcher les gens, tu dois vraiment les emmerder dans la rue, leur tenir la jambe, et si jamais ils disent X ou Y, en fonction, il faut que tu aies appris la réponse qui correspond, quoi. Donc il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. En plus, moi, c'est dans une langue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ma langue maternelle. C'est extrêmement compliqué. Et donc moi, à la fin de la formation, me rendant compte de à quel point tout ça était une supercherie et vraiment du foutage de gueule, je suis parti, j'ai dit, bah désolé. Hein, D'accord, donc t'as désolé, même pas commencé à salut. travailler finalement pour ça. Et Non, et pourtant, j'étais vraiment en galère de thunes à ce moment-là, mais je me suis dit, en fait, ça va trop me rappeler, genre, ouais. les boulots qui servent à rien, j'en peux plus, je peux pas, quoi. Ouais. Et pour information, c'est la même chose en France. Hein. Donc, ce que je disais juste avant, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Les personnes que vous voyez devant les stations de métro ou devant les marchés qui demandent si on a 5 minutes pour donner tout ça. Enfin, vous voyez très bien de quel type de gens je parle. C'est essentiellement des jeunes qui... c'est un petit boulot, alimentaire. Des fois, c'est pour payer les études, des fois, c'est pour payer la vie. Et mais c'est pas du tout des bénévoles de l'association, et c'est malheureusement les associations, les ONG, tout ça qui font appel à des prestataires
qui vont bosser pour plusieurs associations différentes, qui vendent leurs services, voilà, pour avoir ces personnes qui récoltent des dons, de donateurs réguliers dans la rue, tout ça. Et c'est un problème, et je me suis pas spécialement intéressé au sujet plus que ça. Je pense que beaucoup d'associations se sentent probablement un peu sales de passer par là, mais peut-être que c'est vital aussi pour elles dans une certaine mesure. Mais oui, c'est des boulots qui sont souvent très ingrats, qui sont souvent Et surtout, gérés par des managers, qui demandent vraiment une productivité, à savoir aujourd'hui tu me rapportes au moins 5 donateurs réguliers, sinon t'es viré. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans le. Récupère la carte bleue. Ouais, hein. Voilà. La carte bleue, c'était vraiment le Graal. Hein. Ouais. Si on arrive à une carte bleue, et du coup, tu lui fais signer un débitement mensuel, c'est la vie, quoi. Ouais. Vraiment. Déjà, quand t'apprends ça, ça te fout un peu le seum, parce que tu dis qu'en fait, tu vas escroquer plein de petits vieux. Et surtout, moi, ce qui m'avait mis le seum, c'était que, je sais plus si c'était 20 ou 40%, je crois que c'était 40% de tous les dons servent en fait aux frais de fonctionnement du prestataire. Voilà. Ouais. Ouais. C'est Donc à payer beaucoup les managers. C'est la marge que se fait la boîte prestataire, en fait, finalement. Et donc tu te dis qu'en fait les gens, tu leur dis c'est vraiment important, chaque euro compte, mais en fait ce que tu leur dis pas, c'est que la moitié va partir à payer machin, et à payer trucs, à payer des gens qui ne savent même pas qu'ils existent, et donc du coup tout le pognon n'y va pas du tout, parce qu'en fait c'est un peu dégueulasse comme fonctionnement. Je trouve ça c'est un peu sale, mais je trouve que ça, de manière plus générale, c'est une dérive de ce fonctionnement sur du don. Bon, moi je dis ça, je sais que j'en vis aussi du don, mais en vrai, ce serait tellement mieux une société où on n'a pas besoin d'avoir recours aux dons pour financer des politiques publiques. Franchement, oui, surtout pour des choses qui sont d'intérêt général. Hein. Les associations, il ne s'agit pas de critiquer les associations en question. La plupart d'entre elles sont assez essentielles dans le domaine pour lequel elles s'engagent. Et c'est triste de devoir passer par là pour exister. Non, mais du coup, c'est le fait que justement, il y a des associations qui doivent se constituer pour défendre tel truc, et qu'à la fin, en fait, quand il y a de l'argent qui est récupéré, ben du coup, il y a quand même des espèces de start-up à la con qui se foutent au milieu et qui récupèrent une partie du pognon, ça fait chier. Voilà, et on pourrait s'épargner ce genre de choses, quoi. Si jamais on avait des politiques publiques avec plus d'argent, plus de financement public. Ouais, bon, voilà, c'est parce que j'aime bien l'impôt, je préfère l'impôt caritatif, exactement. Donc, après, on vit dans le monde dans lequel on vit aussi, quoi. Et après, j'ai eu de la chance, du coup, parce que j'ai quand même réussi à trouver un travail pour payer mes études, en répondant à une agence de recrutement trouvée en France, qui était une agence de recrutement. C'était Novotel qui recrutait, en fait, des gens à l'étranger. Et moi, je trouvais que j'étais déjà en Autriche. Et donc, du coup, j'ai répondu à une offre d'emploi pour être en réception à l'hôtel à Vienne, à l'hôtel dans un des Novotel, le Novotel à côté de l'ONU. Vienne est une ville où il y a l'ONU. Une des villes, il y en a plusieurs au monde. Et donc, du coup, c'est un hôtel avec un certain standing, blablabla, etc. Et j'ai été pris quasi direct, sauf qu'en fait, j'apprends déjà direct que je peux pas être mis au secrétariat parce qu'ils ne recrutent plus. Les recrutements sont fermés, et du coup, je suis envoyé en cuisine. Et en fait, j'apprends que dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, il y a des gens effectivement qui sont recrutés en réception. Tous ces gens-là sont autrichiens de nationalité, ce que je n'étais pas. Et en fait, j'apprends que c'est un critère extrêmement important, c'est que les gens qui sont à la vitrine de l'hôtel doivent être des gens qui sont bien autrichiens. Pas d'accent étranger, etc. Blablabla, parce qu'il y a un certain standing, tu comprends. Oui. Donc déjà, moi, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu parce que tout un tas de choses qui font que ça m'énerve, c'est que du coup, par contre, en cuisine, il n'y a pas un seul Autrichien, évidemment. Évidemment. En tout cas, pas un seul Autrichien en fait, de nationalité. Tout ce qui est caché, finalement. Exactement. C'est ça qui fait la barrière. Une Serbe, une Roumaine, une deuxième Serbe, mais qui en fait, elle, est arrivée en Autriche quand elle avait 7 jours. Et donc, comme l'Autriche est un pays qui est un peu chiant sur la nationalité, la double nationalité, etc., bah, du coup, elle n'est toujours pas autrichienne de nationalité, alors que c'est le seul pays qu'elle ait jamais connu. Il y a une autre meuf qui est recrutée aussi, je crois, une monténégrine ou une Serbe aussi, qui se fait virer 2 semaines plus tard. La seule Autrichienne qu'il y avait, c'était la manageuse, en fait, simplement, la manageuse de la cuisine. Et il s'est retrouvé que, en fait, ça avait changé de direction il n'y a pas très longtemps, et en fait, la moitié des gens qui bossaient en cuisine se sont fait virer dans le premier mois. Sauf moi j'ai été embauché. Donc on s'est retrouvé à devoir faire la même quantité de travail, mais juste en étant 2 fois moins.
plus Ok. la manageuse qui est partie en maladie et qui est restée en maladie pendant un petit moment. Moi, j'ai travaillé 6 mois, hein, du coup. D'accord, donc là, J'ai travaillé c'est 5 beaucoup. mois, enfin à peu près 5 mois. Finalement, Ouais, c'est plus déjà. c'est le premier boulot où t'es resté un certain temps. Bah là, ouais, et puis du coup, c'était 25 heures par semaine pour payer mes études, donc c'était 25 heures par semaine en parallèle de mes études. Donc, Ah oui, non. j'allais pas beaucoup à la fac, hein, donc c'était vraiment beaucoup. Et puis c'était du 6h-11h ou du 7h midi, et souvent plus même, des fois, il m'est arrivé de travailler 10 heures dans la journée sans pause parce que, ben, comme ils ont supprimé la moitié du personnel, il fallait bien finir la préparation pour le lendemain. Et donc, bah, du coup, devoir faire le double d'heures, bah voilà, voilà. Et puis après, on se faisait engueuler parce que les heures, il fallait qu'ils nous les payent. En plus, on se faisait carotte sur les pourboires, évidemment. C'est-à-dire que nous, les gens de la cuisine, on avait le droit qu'un dixième des pourboires. Ensuite, c'était la réception, ils avaient un peu plus. Et puis les managers prenaient l'intégralité la moitié du pot de pourboire. C'était pour C'est les managers. insupportable. C'est vraiment Évidemment, pas le principe du c'est-à-dire. pourboire, quoi. C'est vrai. Non, vraiment pas. Ce qui faisait que du coup, on grugeait et quand les gens nous donnaient du liquide, on le foutait dans la poche. On disait, allez hop, salut, on met pas dans le pot Oui, bien commun. sûr. Mais On veut bien être solidaire, on veut bien être solidaire, ça marche de tout j'ai déjà fait un c'est- boulot, comme ça où il fallait, on avait pour ordre de refuser les pourboires, hein. Parce qu'on était censé faire un service gratuit. Ce que j'ai fait, ça je l'avais pas raconté dans les épisodes précédents. Alors c'était sur 2 jours, hein, c'était parce que c'était à l'époque où je bossais où j'étais en intérim en fait, dans des trucs de service d'accueil, des choses comme ça. Et un jour on a eu un- une proposition de boulot qui était assez atypique, qui était en fait à cette époque-là, c'était vraiment un boulot qui répondait à une situation précise. Les ascenseurs de Gare de Lyon, qui allaient entre le parking et le hall de départ, ils étaient en panne. Ou ils étaient en panne, ou ils étaient en travaux, quoi. Et, euh, donc, en fait, nous, on était là avec des petits anoraks bleu clair qui faisaient comme si on était de la SNCF, à proposer aux voyageurs en fait qui arrivaient par le parking ou qui revenaient des arrivées de leur porter leur bagage en fait il y avait 4 ou 5 étages, Ouais. ça dépendait de là où était garée leur voiture, quoi. Si c'était moins 2, -3, en gros ils arrivaient avec plein de bagages. Ils sont là, ah bah dis donc, l'ascenseur est en panne, ce qui est quand même très emmerdant quand t'as plein de bagages et que t'as 6 étages à faire à pied par les escaliers. Donc nous, on était là pour leur dire, bah écoutez, pendant les travaux, on est là justement pour vous aider à ça. Donc on porte les bagages et pendant ce temps-là, vous descendez tranquillement, tout ça quoi. Donc voilà, on était des Sherpas, c'est ça. Donc on faisait effectivement les gros biceps à porter des bagages sur 4 étages, parfois à descendre, mais principalement à monter finalement, parce que c'était pour la plupart des gens qui arrivaient du parking. Donc il fallait grimper les étages avec des bagages. Et ça, typiquement, notre brief du truc, c'était de dire c'est un service gratuit. Et si jamais ils sortaient un petit billet de leur poche en disant bah, quand même, c'est bien gentil, il fallait dire ah non, 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 c'est la SNCF qui offre, hein, c'est cadeau. Mais Ah bah ouais. bien évidemment que quand t'as monté une valise qui était franchement même pas si lourde sur 3 étages, que ça t'a pris 30 secondes de ton temps et que t'as la personne en costard qui fait ah merci, c'est bien gentil mon brave, et qui te sort un billet de 10 balles de sa poche, tu le prenais, tu disais merci, et tu le mettais dans la poche, et puis au final en fait on se faisait vraiment le double du salaire Ouais. normal en liquide qu'on avait tout de suite dans la poche, alors qu'avec la boîte d'intérim, quand on faisait une mission, on était payé le 20 du mois suivant, quelque chose comme ça, voire de 2 mois après, quoi. Donc c'était vraiment un truc où quand t'avais du boulot, tu douillais et après tu te disais bon bah dans 2 mois j'ai l'argent et c'est pas beaucoup. Donc c'est vrai que c'était un peu béni quand on avait cette mission-là qui débarquait. Et en plus, au début, je voulais pas la faire. Et puis, c'était quelqu'un de la même boîte avec qui je parlais. Quand je disais, oh, on m'a proposé ça, ça a l'air chiant. Il m'a fait, ah, prends tout de suite. Prends tout de suite. C'est vraiment la mission qui rapporte le plus de thunes au final. Et c'était vraiment parfait. Donc, ouais, les pourboires. Là, ce que tu me dis
sur les pourboires qui vont au manager, je trouve ça quand même absolument scandaleux parce que le pourboire, c'est vraiment le truc qu'on donne. C'est ultra personnel, un pourboire finalement. C'est toi, Après, on n'était pas ceux qui on n'était pas ceux qui en recevaient le plus parce que nous, on était le matin. Et théoriquement, le matin, c'est déjà payé, quoi. Tu vois, les gens ils ont déjeuné, ils ont déjà payé et ils descendent pas que le portefeuille, tu vois. Mais cela dit, les managers, eux, pour le coup, n'avaient quasiment jamais contact avec les clients, donc c'est de toute façon extrêmement injuste. Et moi, ce que j'ai compris de ce travail, c'est plusieurs choses. Déjà que l'Autriche est un pays relativement raciste. Je vais pas dire les mots qu'il faut pas dire sur Twitch, mais ces mots étaient utilisés par, par la chef d'établissement concernant les délégations africaines, évidemment, de l'ONU, il n'y a pas de problème. Ça, et puis des qualificatifs plutôt animaliers, donc tout de suite, tu comprends aussi où tu tombes, quoi. Tu sais que t'es un étranger et que il y a cette idée en France que pour une bonne partie de la population que les étrangers viennent pour profiter des aides, etc. Mais moi, ayant bossé à l'étranger parce que j'étais en galère et que je devais payer mes études, en fait, souvent t'es extrêmement mal renseigné sur le droit. Et moi, je me suis rendu compte que je m'étais fait carotte. J'aurais eu le droit à plus d'argent parce que dans l'hôtellerie, il y a des conventions collectives qui font qu'en Autriche, dans l'hôtellerie, tu peux avoir, je sais plus, c'est genre 25 ou 30 euros de plus par langue autre que tu parles, net sur ton salaire, quoi. Moi, j'étais pas payé de ouf, hein, donc très clairement, ça aurait fait la diff. Moi, je pouvais justifier de 3 langues en plus, ça m'aurait fait 90 balles, ça aurait été trop bien. Et quand j'en ai parlé à la fin, on m'a dit ah, c'est ça, bien sûr. Ouais, c'est des trucs. T'as qu'à aller au prud'homme et puis on en reparle. Et en gros, ils savent que tu iras jamais, ils savent que t'es étranger, t'es trop en galère, donc de toute façon, c'est mort. Et puis, moi, à la fin, du coup, je me suis retrouvé en maladie. Parce qu'en fait, à force de stationner, d'être debout, de porter des charges, en fait, je me suis niqué le nerf sciatique et le nerf crural côté droit, donc cruralgie et sciatique à droite, que j'ai toujours d'ailleurs. Et du coup, j'étais en invalidité, quoi. Je sentais plus ma jambe. J'étais en maladie. Et après, du coup, je me suis fait virer parce que je revenais plus au travail, quoi. Mais en gros, ils m'ont dit on te paye jusqu'au 31 décembre si tu veux, et blablabla. Donc je pense qu'en réalité, avec le recul, je pense qu'en fait, mes conditions de travail étaient tellement, même pour un pays comme l'Autriche, que je connais mal, en fait. Je connais pas du tout le droit autrichien. Je ne sais pas ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, ce qui est légal, ce qui est illégal. Mais je pense que le fait qu'on m'ait maintenu mon salaire jusqu'au 31 décembre, alors que, en fait, on m'a même payé pendant un mois, quoi, sans que je retourne au travail, probablement aussi pour éviter que moi je me plaigne peut-être, ou je sais pas, parce qu'il y avait des choses, vraiment plein de choses qui dysfonctionnaient dans cet hôtel, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et là, moi, ça m'a vraiment foutu un gros coup au moral, quoi, de devoir aller bosser, et encore une fois, de devoir gérer les managers, de devoir faire plein de boulot tout seul, etc. Et surtout, en plus, de devoir gérer des gens qui ont du pognon. Les clients qui ont du pognon, c'est les pires, vraiment. C'est vraiment les pires des pires. Moi, les pires que j'avais, c'était les Indiens et les Arabes du Golfe, parce que souvent, c'était les clients les plus riches qu'il y avait, et c'est des gens qui sont habitués à avoir du personnel de maison, et ils sont extrêmement, ou des esclaves, hein, ils sont extrêmement imbuvables, méchants avec les petits gens, quoi. Et donc, c'est à te déballer, hein, à te regarder, offrir un bonbon et jeter le papier par terre et attendre que tu le ramasses, tu vois, ce genre de niveau, tu vois. Au bout d'un moment, t'es en mode, bon, sinon tu me le donnais directement ou tu le fous à la poubelle, quoi. Et donc, c'était extrêmement chiant. Alors, pour le coup, les clients qui étaient plutôt européens, qui étaient des clients qui venaient du coup de moins loin et qui souvent n'avaient pas le même budget vacances, et notamment les Français, moi, on dit souvent que les Français à l'étranger sont vraiment ingérables, et moi, en fait, j'ai trouvé que c'était parmi, avec les Italiens, les gens qui étaient les plus respectueux de mes conditions de travail à moi, en tout cas. Mais après, c'est même pas forcément une question d'origine géographique, mais d'origine sociale et de. Non, c'est une question, je pense, de capital social, voilà. de capital économique, tu vois. Mais donc voilà, je vois, enfin, de manière assez. Non, mais justement, de manière assez. Juste, les clients qui venaient le plus loin sont ceux qui avaient le plus les moyens de venir. Étaient les plus imbuvables. Tu vois, c'est plus comme ça. Okay. C'était plus une question de richesse, je pense. Une question de richesse, c'est une question d'habitude, d'habitude de manière générale, le monde nous appartient et on a l'habitude d'avoir tout le monde à notre disposition. Non, mais je vois, il pourrait même y avoir une formule mathématique par rapport à ça, du fait que effectivement plus ils sont riches et comme tu dis, plus ils viennent de loin, dans le sens où il y a un côté, plus je suis loin de chez moi, plus je m'en fous d'être un connard sans conséquence, quoi, parce que. Et surtout, en plus, c'est souvent, en tout cas pour les Indiens, c'était souvent, ils voyageaient genre à 30-40, quoi. Donc ils étaient souvent tous très vraiment entre eux. Une grosse délégation. Ouais, ok. Ouais, c'était des voyages tours. Ok. Et je connais pas trop la situation économique en Inde, mais je pense que pour
pour se payer un voyage à 40 et venir à l'hôtel de l'ONU, à Vienne, il fallait avoir plus de pognon que juste quand tu venais d'Italie, quoi, où c'est, Ouais. il y a 2 heures de route, tu vois? 3 heures de route. Je pense que c'est la différence, elle devait se situer là aussi et donc niveau conditions de travail, c'était à chier. J'avais une bonne entente avec mes collègues, sauf au moment, les 2 derniers mois où, il y a un Autrichien qui a rejoint la cuisine. Mmh. C'était le fils, enfin c'était non, c'était le meilleur ami du fils de la patronne D'accord. et là, l'ambiance, elle est devenue très délétère, très compliqué de travailler. Il faisait la taupe, quoi D'accord, ouais. et très, très, très compliqué et moi, j'ai fini par ne plus en pouvoir et c'est d'ailleurs ça que c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je me suis dit: «De toute façon, je vais prendre du temps, j'en peux plus, quoi». En plus, je sentais plus ma jambe donc j'avais des difficultés à marcher et cetera. Donc tu vois, niveau expérience de travail, tu vois, je pense que la SNCF, c'est la meilleure expérience de travail que Ouais. j'ai eue, à part l'expérience que je vis actuellement, hein. Mais c'est parce qu'en fait, par contraste avec le reste, c'est clairement ce qui sort du lot, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Quand bien même c'était, fatigant, dangereux, tout ça, Ouais, complètement. il y a en fait le facteur humain, dépasse tout et j'étais en train de penser à ça quand tu me racontais, cette expérience à l'hôtel. Je me dis en fait, toutes les personnes avec qui je parle de travail, que ce soit, là dans cette émission ou même, dans la vie, c'est on 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 en revient toujours au même sujet qui sont, les managers, les chefs d'équipe, les personnes qui sont là à pas faire exactement ce que tu fais, mais à te surveiller et ça c'est quand même Ouais, à te casser tragique. les couilles pour rien, vraiment, C'est vraiment tragique parce ils se que font c'est chier partout et souvent, puis hein. alors ça concerne vraiment un nombre de corps de métiers différents hallucinant en fait. C'est partout, Moi partout les gens ce qu'ils ouais. retiennent. Là, t'as parlé de trucs avec des machines, du bruit, des odeurs, des cadences, des choses comme ça, et finalement t'as passé plus de temps à parler négativement de l'aspect humain Complètement. négatif que de ça. Mais à à l'hôtel, moi, ce que je préférais faire, à la fin, moi, je négociais pour moi faire la plonge et faire la vaisselle. Ce que je déteste faire, hein, ce que je ne fais même pas Hmm. chez moi. Mais c'est juste parce que je préférais être tout seul à devoir laver les assiettes qu'on m'arrive. À la fin, tu vois, elles arrivent, elles sont sales, elles sortent, elles sont propres. Tu vois, t'es limité par le temps de la machine. J'étais plutôt efficace. On pouvait trop rien me dire là-dessus, Hmm. quoi. Alors que devoir gérer le manager, plus aller en salle, devoir gérer des clients qui des fois sont chiants, c'était trop, tu vois. C'était vraiment C'est trop. exactement C'était vraiment. ce que je racontais la dernière fois avec Angle Droit sur le fait que moi quand je bossais dans un magasin et que j'ai eu l'occasion de faire sur le temps long, sur plusieurs semaines, l'inventaire d'une réserve un peu oubliée depuis des ans, je préférais faire ça quand bien même c'était nul à chier comme boulot. Fallait vraiment c'était une salle avec plein de trucs en bordel qui prenaient la poussière. Il fallait prendre les trucs un par un, noter dans un registre des codes barres, marquer les quantités. Et c'est insupportable. Mais dans cette pièce, il y avait que moi. Et du coup, je préférais faire Mmh. ça que simplement Ah, être debout à mon poste où je faisais beaucoup moins de tâches. C'était beaucoup plus détente. ah C'était mais de beaucoup plus ouf. détente sur le Complètement. papier, mais en fait, le fait de me sentir constamment observé, jugé, avec quelqu'un qui passe et qui fait bah alors tu fais quoi ou des choses comme ça, je préférais faire un truc insupportable mais seul que c'était pour moi beaucoup plus supportable Et puis finalement. il se trouve que moi, de toute façon, je préférais parler et vivre des conditions de travail avec des gens qui avaient le même que moi, plutôt que faire de la lèche à des gens qui étaient au-dessus et qui avaient pas les mêmes intérêts. Et le truc, moi, que j'ai préféré, en fait, quand j'étais dans l'hôtellerie, c'est quand on nous envoyait des gens en renfort et que du coup, je discutais avec des gens qui venaient, enfin, du coup, qui étaient là en intérim pendant 2, 3 jours Mm. et qui racontaient des histoires, qui racontaient leurs histoires. Souvent, c'était des immigrés et qui racontaient leurs galères et comment c'était vécu. Et moi, effectivement, moi, j'étais un immigré privilégié, Oui. c'est-à-dire, alors, on pourrait dire que j'étais expatrié, mais non, parce que les expatriés sont envoyés et souvent ils ont les bons salaires. Et à Vienne, ils habitent dans le même quartier et ils ont leur réseau social, etc. Moi, j'avais le droit à rien et pour le coup, j'étais vraiment catalogué immigré. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais le français chiant, quoi. J'étais le français qui venait, qui restait et qui en plus n'avait pas d'argent. Donc du coup, j'étais. Mais en même temps bien, parce que tu vois, il y a quand même cette forme de prestige, tu vois. Et donc du coup, quand je parlais avec. J'ai vu des gens du Mali, des gens d'Irak. Il y a un Irakien qui m'a raconté qu'il était revenu à pied. En gros, qu'il avait fui l'Irak à pied, et cetera, et qui, genre, il est en Slovaquie, il a rencontré une meuf, et du coup, il s'est installé en Slovaquie et tout, tu vois? Il me des histoires de ouf, tu vois? Et il était en mode,
Tu vois, c'est en mode: «Ah bah, du coup, c'est cool», tu vois? Là, à ce moment-là, cette journée-là, tu es content parce que tu as un peu discuté, tu as découvert des trucs et des gens tu te dis franchement, il y a des gens qui ont vraiment galéré de ouf et malgré tout, ils arrivent à enchaîner le boulot et même le boulot chiant et qui sont en mode: «Non mais c'est pas grave et cetera. Moi, de toute façon, j'ai des projets dans la vie et tout». Tu vois, Mmh. je me sentais un peu comme une merde ensuite de me plaindre derrière et j'étais en mode: «Putain, c'est cool d'avoir discuté avec ces gens-là», tu vois? Ouais. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis, hein. Moi, je préférais de toute façon, globalement, les boulots que je faisais, les moments que je préférais, c'est quand on me filait une tâche à faire et que j'étais seul pour la faire et que je la faisais bien, quoi. Parce que souvent, enfin, c'est très moi, je ne travaille pas bien dans des conditions où je me sens observé, tout simplement. Observé et où on me casse les couilles dès l'instant que je fais pas le truc comme la personne l'aurait fait. En plus, ça fait perdre du temps, en Ouais, ouais, plus, ouais. c'est juste ça fait perdre du temps à tout le monde, ça sert à rien. Et pourtant, c'est fait parce qu'on pense que ça en fait gagner finalement. Mais à Oui, peu ouais, près bah, non, partout, mais on a ça, enfin, je veux expérimenté dire, des façons ouais. différentes de faire. On s'est rendu compte que la productivité était meilleure, mais même dans les expériences de choses autogérées, où même le temps de travail n'était pas spécialement défini. Il y a des exemples où on s'est rendu compte que les gens travaillaient même mieux quand ils arrivaient à l'heure qu'ils voulaient et qu'ils reportaient à l'heure qu'ils voulaient, quoi. À la condition de se sentir utile dans ce qu'on fait, en fait. Parce que si le boulot, si Ouais, le ouais. boulot, de toute façon, les gens n'y croient pas, là, non, ça marche pas. Là, dans un boulot où les gens qui y travaillent n'y croient pas du tout de base, c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre des managers, hein. C'est parce que sinon, effectivement, les gens ne font rien. Mais si c'est un boulot auquel les gens croient, ouais, c'est ça. Et donc, on va en revenir à ta vision de tout ça. Bah oui, Enfin! ton rapport à ça, ta Désolé, vie. hein, je te fais Mais perdre du on temps, ne hein. perd pas du temps, on fait exactement Heu, ce en quoi consiste l'émission, hein. T'inquiète pas. Et on est dans les temps en plus. bah, tu sais, c'est pour revenir à ce que je disais, du coup, vraiment, moi, je ne franchement, je préfère, enfin, ça peut peut-être un peu paraître, heu, comment dire? Un peu déplacé, mais je crois que je préfère vivre, pauvre. Enfin, moi, pour avoir connu la pauvreté vraiment, Mhm. quand j'étais très jeune, je préfère vivre, plus pauvre à ne de pas de à avoir une santé mentale qui tient encore un peu la route, plutôt qu'effectivement gagner de l'argent, beaucoup d'argent, admettons, tu vois? Mais avoir quelqu'un sur mon dos toute la journée, en fait. Parce que je sais que juste, j'ai besoin d'avoir mon espace, j'ai besoin d'avoir, après c'est un luxe, hein. Moi aujourd'hui j'ai le luxe de pouvoir effectivement d'être, entre guillemets «mon propre patron». Heu et donc c'est sûr que ça a pas de prix et en plus je peux en vivre et je peux après dire ce que je raconte, mais je peux même mais même c'est même j'en suis à un point où je raconte ma vie et les gens me donnent de l'argent pour ça. Donc c'est juste ça ne c'est fou que ça existe en fait. Et c'est niveau privilège, on est sur du plus, plus, Ouais. plus, quoi. Et au niveau de l'expérience d'avant, c'est sûr que, ben, pour avoir un peu vécu dans différents mondes du travail différents, enfin différentes disciplines, ouais, il y a quand même ce truc qui revient, comme tu disais, c'est plus important de les gens avec qui tu travailles et comment et tes relations avec ces gens-là, c'est plus important que le travail que tu effectues en lui-même, j'ai l'impression. Pour peu enfin, à la condition quand même que le travail ait un sens. Oui, bah c'est vrai. C'est ce que je disais, ouais, c'est ça. Hem, C'est ça. En fait, voilà. c'est ça qui motive tout et qui fait que ça se passe bien, en fait. Faut que le travail ait un sens. Et c'est dire s'il y en a plein qui n'en ont pas. Ah ouais, putain. Moi, du coup, ça me rend fou. Moi, c'est l'un des premiers trucs qui m'énerve aujourd'hui, hein. C'est les gens qui font du boulot qui ont pas de sens, hein. Pour ceux qui s'en rendent compte, je compatis et pour ceux qui s'en rendent pas compte, j'ai un peu pitié, hein. Parce que mais moi, mais de manière générale, je trouve que et c'est même d'ailleurs, c'est un truc que je reproche à une partie de la gauche aujourd'hui. La gauche, elle a tellement voulu défendre les travailleurs qu'elle s'est mise à défendre la valeur travail. Mais non, faut arrêter de défendre le travail, en fait. Faut défendre l'abolition du travail. Il y a tellement de travail à abolir, en fait. C'est incroyable. Et moi, je m'en fous qu'on donne de l'argent aux gens pour qu'ils restent chez eux, plutôt que leur donner de l'argent pour qu'ils fassent des trucs qui servent à rien. Je veux dire, ils feront peut-être des trucs chez eux qui auront plus de sens pour eux et plus de sens pour la société derrière, quoi. C'est peut-être qu'ils vont s'investir dans des associations, peut-être qu'ils vont planter leur jardin et que du coup ils vont moins nourrir, je sais pas, Leclerc au Carrefour, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont faire tout un tas de trucs qui méritent plus comment dire, de Mais bienveillance oui.
de félicitations que si jamais ils allaient pointer tous les jours et faire un truc qui a pas de sens, quoi, je veux dire. Ah, on arrive au vrai thème, hein. Là, je vois que, je vois que les gens sont contents et je Alors, le on va suis ressortir aussi. la confusion, travail, emploi, frio, blablabla, mais pour la plupart des gens, c'est la même chose, hein. Pour le commun des mortels, c'est la même chose, hein. Oui, bah oui. Travail, Non, mais emploi. écoute, je suis à peu près sur la même ligne que toi, hein, et les gens le savent et c'est ce qui est quasiment dans l'énoncé du comment dire, du descriptif de ce podcast, hein. C'est et Mais de manière très pragmatique, tu regardes de manière très pragmatique. Si jamais je m'étais pas retrouvé au chômage, si jamais je m'étais pas blessé en fait au travail, parce qu'en fait ce qui m'est arrivé c'est un accident du travail, je pense. Le fait qu'aujourd'hui, si jamais je reste plus 10 minutes debout, ma jambe ça devient un bout de bois, tu vois. Et c'est à cause de ça que j'ai dû trouver un moyen de m'occuper chez moi parce que je ne peux pas passer mes journées à rien foutre. Les gens ne passent pas leur journée Mm. à rien foutre. Et puis même s'ils le font, c'est pas très grave en réalité. C'est comme ça que je me suis mis à faire des vidéos sur internet. Et cette histoire-là, dans la vulgarisation, c'est l'histoire de la plupart des gens en fait. Ce sont des gens qui se sont retrouvés en chômage ou en indisponibilité ou qui avaient pour une raison quelconque une forme de revenu, souvent effectivement un chômage ou un RSA, etc. Et qui se sont mis à créer sur internet. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait émerger un nouveau corps de métier, quoi, avec toute une nouvelle Mm. industrie. Je veux dire, même si j'étais de droite et à fond sur la croissance, je pense que je prendrais cet indicateur aussi en compte, tu vois. Ah ouais, et pas que la vulga Bah, d'ailleurs, c'est même je suis sûr que même des gens qui font pas que des la vulga, après je parle de oui la vulga oui, parce que oui. je connais les gens qui y interviennent, mais j'imagine que c'est pareil pour tout un tas de gens qui sont aujourd'hui sur tout ce qui est les secteurs du numérique, hein, tout simplement. Et puis même si on veut si on veut faire des appels du pied à la droite, on peut même donner comme exemple les gens qui vont lancer leur projet de start-up suite à ce même genre de déconvenus dans le monde du travail traditionnel. Alors ça, ça peut entraîner des gens qui reproduisent ce schéma-là, qui pensent vraiment révolutionner la façon de travailler avec le cliché de la start-up, la table de ping-pong, etc., mais qui en fait reproduit le même système de subordination. Mais il y en a qui lancent des entreprises dans le sens d'entreprendre, qui restent honnêtes dans leur façon de fonctionner, très horizontales et qui proposent autre chose que tous ces exemples. D'ailleurs, c'est un peu une des promesses non tenues de Macron, c'est le chômage pour les gens qui démissionneraient, notamment pour créer leur entreprise. C'était une de ses promesses de Ouais. campagne Oui, c'est vrai. et on n'est C'est pas vrai, trop c'est là-dessus vrai. actuellement. Donc, mais effectivement, si jamais moi, les libéraux, qui sont contre l'allocation universelle ou le nom que tu veux lui donner, mais filer du pognon aux gens, quoi qu'il arrive, ce qui pour moi, dans une société hein, où il y a du pognon, on devrait filer du pognon à tout le monde. On demande à tout le monde de payer leurs factures, le moindre des choses, c'est de leur filer du pognon. Parce que moi, je connais des gens qui se retrouvent à devoir faire des dossiers sur endettement pour des conneries à la con. Et en fait, tu peux très rapidement te retrouver dans une spirale Oui, oui, sans des fin, cercles quoi, et surtout dans vicieux. une période actuelle, la période Ouais. actuelle. Ah, complètement. Et effectivement, les gens de droite qui sont pour la libre entreprise et le mérite, mais en fait, pour qu'il y ait l'égalité des chances et que tout le monde puisse partir de nulle part pour aller au plus haut du sommet, pour devenir le Bill Gates à la con de demain, bah effectivement, c'est mieux quand tu es sûr que ton loyer est payé. Donc partant de ce constat, qu'on donne de l'argent à tout le monde, quoi. Et puis dans le tas, peut-être qu'on aura le futur Bill Gates ou je sais pas qui, ou le mec qui nous fera la puce 7G ou j'en sais rien. Et puis c'est bien, la droite, elle aura un exemple sur lequel se baser pour défendre ses projets, tu vois. Euh, mais surtout, ce que ça va aider, c'est les pauvres, en réalité, je pense, et tant mieux, tu vois. En tout cas, on me dit que je glorifie la création de start-up. Si je pensais pas entendre Pagnac glorifier la Ah création ben, de start-up. Alors, juste pour précision, je glorifie. À la limite, si je glorifie quelque chose, c'est l'idée de base, mais c'est pas la façon dont ça se termine la plupart du temps. Alors déjà. Moi, ça me dérange pas que les gens créent des startups, encore moins qu'ils créent une startup parce que ils ont été déçus du travail traditionnel avec tous ces problèmes comme ils ont. Mais je préfère quand c'est pour créer quelque chose d'utile. C'est souvent dans les exemples qui marchent le mieux. Enfin, en tout cas, d'utile. C'est toujours utile. En tout cas, si ça marche, mais voilà, de vraiment utile pour le monde. Et puis il s'agirait quand on part de ce postulat-là de oh là, j'en avais marre de me faire exploiter, alors j'ai tout claqué et j'ai lancé ça. Il s'agirait de ne pas reproduire
les mêmes schémas en devenant finalement exploitant, exploiteur à son tour. Évidemment. Et c'est souvent ce qui se passe quand les startups qu'on continue à appeler startup alors qu'elles le sont plus depuis un moment. Enfin, j'entends d'ailleurs toujours parler du mot startup parce que ça a commencé comme ça pour des trucs comme Blablacar ou Le Bon Coin, alors que c'est plus du tout le cas et que c'est parfaitement des entreprises traditionnelles qui fonctionnent pareil, quoi, que ce qu'on a connu. Voilà. Bah, écoute, c'était très intéressant. Tout ça. On va prendre, si vous en avez des questions dans le chat pour clôturer un peu cette émission. Donc, je vous laisse poser vos questions. En attendant, si tu veux, toi, conclure de ton côté, monter tout ce que tu as pu raconter sur ton expérience personnelle. Bon, tu sais, moi, je suis content d'avoir eu ces expériences, hein. Tu sais, moi, c'est ce qui fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Donc, je pense que j'aurais été. Enfin, de toute façon, vivre dans des conditions. Le travail dans des conditions de merde, ça permet d'être vachement plus compatissant dans des gens qui vivent le travail dans des conditions de merde. Et je pense que tous les gens qui font les procès de ah, les Français, ils travaillent pas, ils refusent le travail pour qu'ils se prennent, etc. Souvent, ce sont pas des gens qui sont retrouvés dans ce genre de position. Encore, moi, ça va, j'ai eu de la chance, quoi. Encore une fois, il y a des gens qui meurent au travail, des gens qui se blessent au travail, des gens qui deviennent handicapés au travail. Et putain, on est quand même dans un monde où ça devrait plus être le cas, quoi. Enfin, et souvent, en faisant des trucs, encore une fois, des fois, en faisant des trucs qui n'ont pas de sens, quoi. Et ça, pareil, le travail qui n'a pas de sens, mais ouais, enfin, je suis désolé, hein, demain, je suis dictateur de France. Bon, ça n'arrive pas, hein. Le premier truc que je fais, c'est commission d'enquête du travail. Moi, l'enquête du travail, c'est est-ce que votre travail a un sens? Voilà, s'il n'a pas de sens, on supprime. Voilà, voilà, c'est fini. Merci. Ouais, bah, moi, ça me me va. fume, hein. Ça me va. Moi, ça me fume, hein, vraiment, ça me fume. Juste, en fait, de toute façon, c'est la question du privilège. Les gens riches qui peuvent se permettre de payer des gens pour qu'ils fassent des trucs qui n'ont pas de sens, pour moi, c'est des maltraitants. Voilà, c'est de la maltraitance. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter. Alors, une question de Cal Hervé. T'arriverais à retrouver un truc dans chaque expérience qui te sert encore dans ton taf de maintenant? C'est très différent, c'est sûr. Bah après, ouais, non, mais après, par contre, dans les moments où je me suis retrouvé à devoir gérer des trucs un peu tout seul et après devoir un peu pitcher, expliquer ce que j'ai fait et le défendre, bah ça, c'est ce que je continue à faire de toute façon quand je fais des vidéos parce que et comme je les constitue, quoi. Et après, il y a aussi ce côté de, bah, il a fallu que j'apprenne plein de métiers différents et vidéaste en était encore un autre de différent et donc ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur et du coup, par contre, j'ai pu aussi ne pas m'enflammer trop tôt et partir sur des projets dans la vidéo qui étaient vraiment trop intenses et trop ambitieux parce que, ben, comme j'ai fait des boulots où j'étais pas du tout qualifié, il a fallu un peu que je me forme et que je m'adapte. Bah, je savais très bien que ça allait être le cas là et que il fallait que j'y aille avec humilité au début, quoi, vis-à-vis de mes propres capacités, quoi. Ok. Alors, quelqu'un qui demande, je retrouve la question, c'est IOMOS qui demande, est-ce que tu as eu des relations avec les syndicats pendant tes expériences professionnelles passées? Non. Non, à aucun Après, moment. c'était vraiment des À aucun passages. moment, bah, quand Ouais. j'étais en Suisse, Non, ouais, c'était alors en déjà c'était des Suisse, pas passages trop. courts. Suisse, au noir, chez le paysan, non. Chez le pharmacien, évidemment que non. Et à la SNCF. À la SNCF, j'étais en CDD, donc Ouais. c'était pas, Il n'y avait pas de on n'est raison pas, vraiment ce qui d'être intéresse vraiment. en Non, contact. non, du tout. Et puis en Autriche, je sais même pas si ça existe les syndicats. En vrai, j'ai jamais entendu parler de syndicats de ma vie là-bas. Et je pense comme beaucoup de gens enfin, je veux pas faire le mec qui a eu la vie d'immigré trop difficile et trop dure et qui est représentative, mais je pense que j'imagine du coup, basé sur mon expérience, que beaucoup de gens qui vont travailler dans des pays qui ne sont pas les leurs ignorent tout simplement quels syndicats existent, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire, où ils sont, où les trouver, comment ça se passe, etc., quoi. J'imagine, hein. En tout cas, c'était mon cas, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la doctrine l'emploi crée l'emploi? Alors ça, je n'ai pas vraiment la référence, je ne saurais pas l'expliquer. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, mais si jamais, enfin, de toute façon, de manière générale, ça m'énerve de créer l'emploi pour créer l'emploi. Si c'est ça l'idée, ça pue du cul, hein, ça sert à rien, faut arrêter, hein, faut arrêter. Enfin, au bout d'un moment, faut mieux rester chez soi à jouer aux cartes ou à regarder mes vidéos YouTube, hein. Vraiment, voilà, hein. Voilà, il y a le confinement, tu sais, par exemple, le confinement, ça nous a vraiment éclairé sur tout un tas de... Enfin,
moi, le confinement, vraiment, j'ai des potes, je vais aller bosser. Ils habitent en Bretagne, on devait les envoyer bosser à Paris, on leur demandait de bosser à Paris, c'était essentiel. Il y a eu confinement, alors ils continuaient à devoir y aller, et quand il y a eu l'idée du travail obligatoire, du télétravail obligatoire, on s'est rendu compte qu'en fait ces gens pouvaient tout aussi bien travailler, voire mieux chez eux. Parce que tout le temps de transport qu'ils s'épargnaient, et du temps de transport Fougères-Rennes-Paris, tu passes quand même 4 heures dans la journée, hein, c'est du temps que ces gens-là pouvaient passer dans le travail, et en plus, la société n'avait pas besoin de leur payer le voyage. Putain, ces gens-là, ils pouvaient travailler plus et coûter moins, quoi. Putain, et franchement, je me dis, dans un pays autant de droite, comment est-ce qu'on s'en est pas rendu compte avant, en fait? C'est fou. C'est fou, cette situation. C'est fou. Enfin, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de boulot, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils les faisaient mieux quand, en fait, ils étaient chez... Enfin, alors, il y a eu des dérives, évidemment. Le fait qu'il y ait des gens qui se faisaient fliquer leur ordi par leurs employeurs, etc. Et les gens que je connais, où globalement, ils se sont rendus compte, ils se sont retrouvés dans une situation à devoir gérer eux-mêmes leur temps de travail chez eux, ils s'en sortaient mieux, ils travaillaient mieux, et ils étaient moins fatigués à la fin de la journée, quoi. Ouais. Non, mais de toute façon, la crise sanitaire a révélé... Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a lancé dans le fait de faire cette émission. J'avais envie de parler de ce thème-là un jour dans un projet, je sais pas trop sous quelle forme le faire, mais ce qu'a révélé la crise sanitaire dans notre pays et dans les autres pays qui ressemblent au nôtre, parce que évidemment le monde c'est pas que des pays comme le nôtre, hein, riches, occidentaux, tout ça. Mais cette émission se concentre évidemment principalement sur la façon dont ça fonctionne en France, hein, bien sûr. Mais c'est ça, c'est les notions de travail essentiel, travail pas essentiel, auxquelles... Mais alors, personne n'aurait... Enfin, en tout cas, surtout à droite, n'aurait... ça aurait filé des boutons, hein, en 2019, si on avait dit, mais alors, les métiers essentiels et pas essentiels, pour vous, c'est quoi? Tous les métiers sont essentiels, et là, tout de suite, ah bah non, en fait, non, il y en a des vraiment indispensables, et d'autres que, en fait, si on les arrête instantanément, bah, à part sur le CAC 40, bah, ça fait pas grand chose. C'est ça qui m'a donné envie de parler de ça, parce que c'est extrêmement révélateur, hein, sur ce sujet-là, sur le sujet du travail. Enfin, c'est comme si on avait mis un filtre Et puis ça, d'un coup, ou des lunettes sur la situation, qui fait ah d'accord, oui, en fait d'accord, c'est... après, c'est chiant pour les managers, parce que les managers, ils doivent gueuler sur des gens qui viennent la journée, et du coup, ils viennent plus. Du coup, on fait quoi des managers? On se rend peut-être aussi compte que ces gens-là, une bonne partie, ne servent à rien. Enfin, des os, pas des os, hein. Faut leur vous recycler, les gars, pour une partie d'entre vous, hein. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Oui, les managers qui faisaient rien d'autre que manager en télétravail, ils se retrouvaient vraiment à se rendre compte de leur très grande utilité dans le monde. Mais je vais faire une parenthèse sur un truc aussi. Il faut reparler sur la gauche et les trucs qui m'énervent. Moi, par exemple, quand ça... parmi les trucs qui m'ont le plus énervé, ça date pas d'aujourd'hui, maintenant la position a peut-être un peu changé, mais c'était sur les caisses automatiques dans les supermarchés, où les gens étaient en mode « Ah putain, on supprime des emplois encore, etc. » Et en fait, moi, j'ai fait des boulots à la con, ça m'a l'air d'éteindre ces boulots à la con. C'en est un. Et en fait, Dieu soit loué que les caisses automatiques existent. Et en fait, il faudrait juste supprimer le système des caissières, en fait. Je suis désolé, hein, mais j'ai suivi le même boulot vraiment de merde et mal payé. J'ai suivi le même cheminement de pensée que toi au cours des années, hein. Mais le problème, c'est que il faut que ça aille avec, parce que dans le système actuel, bah, mais bon, c'est un débat qui a été fait 1000 fois, hein. Mais voilà, dans le système actuel, tu supprimes des emplois comme ça, bah, si on fait rien pour rattraper le surplus de main-d'œuvre, bah c'est des gens qui se retrouvent vraiment dans la merde. Ouais. Donc il faut repenser. Il faut donner de l'argent, comme tu dis, bien évidemment. Mais effectivement, quand tu vois ce que c'est comme boulot que d'être caissier ou caissière, le meilleur monde, c'est celui dans lequel il n'y a pas ça à faire, et dans lequel les trucs qui doivent être assemblés dans les usines, si ces choses-là ont raison d'exister, bien sûr, ce qui est encore un autre débat, mais si ces choses-là ont une raison d'exister et d'être assemblées dans une usine, bah, que si elles peuvent s'assembler toutes seules par des robots, bah, c'est beaucoup mieux que si
elles sont assemblées par des gens qui risquent à chaque manœuvre de se couper un doigt, quoi. Et ainsi de suite. Et donc voilà. C'est bien sûr, mais c'est toute la question, c'est tout le concept de réflexion autour du travail de cette émission. Et voilà. Et c'est pour ça qu'elle existe, donc c'est une très bonne conclusion à cet épisode. Oui. Et puis les gens, les gens quand ils font pas du travail aliénant, ils font quand même des trucs chez eux. Hein. Enfin, et même quand ils sont à la retraite. Donc en plus, c'est pas du temps perdu. Enfin, c'est juste du temps investi différemment. Et c'est une société où je le vois bien moi pendant le confinement. L'explosion des stats sur Twitch et sur YouTube pendant le confinement, c'est-à-dire que si jamais effectivement des secteurs qu'on en pâtit évidemment des confinements, ben, c'est-à-dire que effectivement par exemple le secteur de la culture pour le coup, notamment tout ce qui est culture numérique, et ben lui s'en est extrêmement bien sorti. Et donc en fait voilà, peut-être qu'il y a de manière similaire, bah, si on supprime si dans tel secteur d'activité on supprime tout un tas de travail qui ne sert à rien, bah, peut-être qu'on a des nouveaux secteurs d'activité qui émergeront, qu'on profiteront, et donc c'est pas perdu. Et juste par contre en gain de bonheur ou en diminution du stress à l'échelle globale de la société, on y gagne peut-être quoi au passage quoi. Mmh. Alors, je lis vite fait, peut-être, il y a beaucoup de questions, mais c'est beaucoup des questions qui partiraient sur des débats plus longs. Quelqu'un qui demande, vous connaissez Bernard Friot et le salaire à vie? Je te renvoie à l'épisode 1 Oui. de C'est sa bosse, hein, puisque Usul était l'invité et on en a parlé. Quelqu'un qui me disait, si je peux me permettre, alors je sais plus qui c'était, qui disait, si je peux me permettre, le salaire universel n'est pas la solution. Alors moi, j'ai pas parlé de salaire universel précisément. Je dis qu'il faut changer le système, changer la méthode. Et j'ai pas dit il faut le salaire universel à la Benoît Hamon, ni le revenu universel à la Benoît Hamon, ni le salaire à vie à la Friot nécessairement. D'ailleurs, j'ai même pas la solution. Moi, je suis pas assez intelligent pour trouver la solution. Mais je constate en tout cas que c'est la merde actuellement et que ça ne va pas. Et de manière générale d'ailleurs, donner de l'argent à des gens qu'on a besoin, ça participe aussi au capitalisme, hein, ça le sauve aussi. Oui, bien sûr, c'est une critique qui est faite. Quelque part, et surtout, il y a aussi le fait que justement qu'il y ait quelque chose qui soit systématisable aussi au niveau des aides. Et qu'elle ne soit pas conditionnée par tel ou tel revenu. C'est aussi tout ce qui est lié au non-recours aux aides. Et par exemple, on sait que les gens qui sont illettrés, qui sont immigrés, analphabètes, etc., sollicitent moins les aides parce qu'il y a tout un parcours du combattant. Et être pauvre et demander des aides, c'est presque un métier en soi, quoi. Et c'est un métier où en plus t'es un peu un parier de la société. Donc si on pouvait en plus s'épargner ça, quoi, et leur épargner ça, c'est pas plus mal, quoi. Eh oui, tout à fait. Et quelqu'un qui dit un salaire universel ne t'empêche pas de travailler ailleurs et de faire autre chose. Il y a une expérience qui a été appliquée au Canada. Et tout à fait, parce que exactement. C'est un des arguments du salaire universel, c'est de dire que si on estime qu'on peut vivre correctement à 1200 € et que tout le monde a au moins ça sans travailler, en fait, la majorité des gens vont avoir un travail à côté pour avoir 3000 au lieu de 1200 et puis ça pose par contre un rapport de force qui est différent avec ton employeur. C'est-à-dire que si jamais tu dépends, et comme si j'étais dans cette position, tu as besoin de travailler, quoi. Tu as vraiment, vraiment besoin de travailler. La personne en face le sait. Tu as un rapport de force qui est extrêmement défavorable dans la négociation salariale et dans les conditions de travail. Alors que si jamais tu sais que ta vie n'en dépend pas, tu vas pouvoir être un peu plus sélectif et donc potentiellement aussi un peu mieux négocier tes conditions de travail et ton salaire, tout simplement. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Et pour autant, je n'ai pas la solution miracle. Sinon, je me présenterais. Hein. Si vraiment je me disais, mais attends, je réfléchis, mais en fait, comme ça marcherait nickel. Ah, franchement, en vérité, je me présenterais à une élection avec ce programme-là, si j'en suis si convaincu. Mais en tout cas, voilà quoi. On va pas parler. Je vois qu'il y a d'autres questions. Il y a plein de sujets et on va sûrement en parler dans d'autres épisodes. Je recevrai d'autres personnes. Merci à toutes et tous, en tout cas d'avoir été là. Merci à toi, Monté. Merci à toi. Avec grand plaisir. Écoute. Merci à toutes et tous. À la prochaine. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle invitée. C'est une nouvelle invitée a priori. Donc je dis une nouvelle invitée. Ciao, ciao. Au revoir.